Personne ne voulait sauver le fils de 6 ans du milliardaire des égouts, juste parce qu'il était riche, jusqu'à ce qu'une petite fille pauvre y saute, laissant tout le monde ému. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes. Le ciel au-dessus d'Oak Ridge, dans le Connecticut, s'était assombri d'un gris menaçant tandis que le tonnerre grondait au loin. La pluie s'abattait sur la ville résidentielle huppée avec une fureur implacable, transformant les rues impeccables en cours d'eau déchaînés. Ethan Williams, 6 ans, rentrait de son école primaire privée avec sa nounou lorsqu'il s'était échappé de sa prise, excité par l'intensité de la tempête. Son imperméable jaune vif était une touche de couleur contre l'après-midi maussade alors qu'il sautait dans les flaques qui se formaient le long de Cedar Avenue. Ce qui arriva ensuite se produisit en quelques secondes. Son petit corps glissa sur le trottoir mouillé, son cri perçant l'air alors qu'un avaloir découvert l'engloutissait entièrement. Le courant le tira instantanément dans l'obscurité en contrebas. Ethan. Le cri de sa nounou fendit le déluge alors qu'elle se précipitait vers le drain, tombant à genoux et plongeant désespérément la main dans l'ouverture, mais le garçon avait disparu. À 3 pâtés de maison de là, James Williams concluait une vidéoconférence depuis sa Mercedes personnalisée lorsque l'appel d'urgence arriva. À 30 ans, James était déjà un milliardaire de la technologie dont la société de logiciels avait révolutionné les marchés financiers. Le divorce d'avec la mère d'Ethan avait été finalisé 2 ans plus tôt, lui accordant la garde principale de leur enfant unique. James était beau, puissant et absolument impitoyable en affaires, un homme qui mesurait le succès en acquisition et en actifs, non en relations humaines. Que entendez-vous par « il est tombé dedans » ? La voix de James était d'un calme mortel alors qu'il traitait l'explication hystérique de la nounou. Sans un mot de plus, il mit fin à l'appel et ordonna à son chauffeur de le conduire immédiatement à l'endroit. La Mercedes s'immobilisa dans un crissement de pneus sur Cedar Avenue, où une petite foule s'était déjà rassemblée. James jaillit du véhicule, ne prenant pas la peine de fermer la portière alors que la pluie inondait l'intérieur en cuir fait main. Son costume italien sur mesure fut trempé en quelques secondes alors qu'il se frayait un chemin à travers les curieux pour atteindre l'avaloir. Ethan. James tomba à genoux, son extérieur composé se fissurant alors qu'il scrutait l'obscurité. Ethan, tu m'entends ? La foule qui s'était rassemblée maintenait une distance notable. James reconnut leurs expressions alors qu'il le reconnaissait, non pas de l'inquiétude, mais du mépris. Au cours des 2 années depuis qu'il avait commencé à acheter des propriétés dans tout Oak Ridge, sa compagnie avait triplé les loyers, forçant les entreprises et les résidents de longue date à déménager pour faire place à des boutiques haut de gamme et des appartements de luxe. Il ne s'était jamais préoccupé des conséquences, considérant cela simplement comme du progrès et du profit. Quelqu'un appelle le 911, cria James, bien que plusieurs personnes aient déjà leur téléphone à la main, non pas pour appeler à l'aide, mais pour enregistrer le drame qui se déroulait. C'est James Williams, murmura quelqu'un assez fort pour qu'il entende. Le vautour qui a acheté la moitié du centre-ville et a expulsé les Johnson après 50 ans à tenir leur boulangerie. Le karma finit toujours par rattraper tout le monde, marmonna une autre voix. James leva les yeux, le désespoir gravé sur son visage. S'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi. Je paierai $1 million à quiconque sauvera mon fils. Maintenant, l'offre flottait dans l'air gorgé de pluie, accueillie par des bras croisés et des regards détournés. Personne ne bougea. 2 millions, cria James, sa voix brisée par une émotion qu'il affichait rarement. S'il vous plaît. De l'arrière de la foule grandissante, une petite silhouette se fraya un chemin. Lucy Carter, 9 ans, portait un imperméable jaune délavé 2 tailles trop grand, un vêtement de seconde main comme la plupart de ses affaires. Ses cheveux sombres étaient collés à son visage par la pluie alors qu'elle naviguait entre les adultes pour atteindre le devant. Lucy rentrait de son service à ranger les étagères de l'épicerie de sa grand-mère lorsqu'elle entendit le remue-ménage. Elle évalua la situation avec un calme troublant, ses yeux allant de l'ouverture du drain au père désespéré. « Je peux passer » dit-elle doucement, sa voix à peine audible au-dessus de la tempête. Sa grand-mère, Helen Carter, qui l'avait suivie à travers la foule, lui attrapa le bras. « Lucy, absolument pas. C'est trop dangereux. » Lucy se tourna vers sa grand-mère, son expression étrangement adulte par son sérieux. « Mais ce n'est qu'un petit garçon, » dit-elle avec une détermination tranquille, comme Tommy l'était. Les mots planèrent entre elles, lourds de sens. Avant que quiconque puisse l'arrêter, Lucy retira son sac à dos usé et le tendit à sa grand-mère. Elle s'approcha de l'ouverture du drain, l'étudiant attentivement. « Attendez, dit James, soudain incertain. Ce n'est pas sûr.
Mais Lucie était déjà en train de se laisser glisser dans le drain, son petit corps disparaissant dans l'obscurité alors que des halètements s'élevaient de la foule. Certaines personnes s'avancèrent tardivement, comme si elles ne réalisaient que maintenant la gravité de la situation. Sous terre, Lucie lutta contre le courant d'eau qui lui tirait immédiatement les jambes. Le tunnel en béton était étroit et glissant, maculé de décennies de crasse, à peine assez large pour son petit corps. Le rugissement de l'eau résonnait contre les parois, la désorientant un instant avant qu'elle ne retrouve sa concentration. Le faible son de sanglots la guida vers l'avant. « Bonjour », appela-t-elle, sa voix rebondissant sur les parois du tunnel. « Ethan, je viens t'aider. » Les pleurs s'arrêtèrent brièvement. « Qui est là » cria une voix terrifiée en retour. « Je m'appelle Lucie. Ton papa m'a envoyé te chercher. Continue de parler pour que je puisse suivre ta voix. » Lucie s'avança à tâtons dans la semi-obscurité, se frayant un chemin le long du tunnel. Le niveau de l'eau montait avec le déluge continu, atteignant déjà sa taille dans certaines sections. Ses mains étaient engourdies par le froid, mais elle continua, guidée par la voix effrayée d'Ethan. « J'ai peur » sanglota-t-il. « L'eau monte de plus en plus. »« J'ai peur aussi » admit Lucie en négociant un virage dans le tunnel. « Mais ce n'est pas grave. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie simplement le faire quand même. » Ce sont les mots que son père lui avait dit avant de partir pour sa 3e mission en Afghanistan il y a 5 ans, des mots auxquels elle s'était accrochée lorsqu'ils avaient appris sa mort, des mots qu'il avait portés à travers la perte de son petit frère Tommy par noyade 3 ans plus tard. Après ce qui lui sembla une éternité, mais n'était probablement que quelques minutes, Lucie atteignit un carrefour où plusieurs tunnels convergeaient. Ethan s'accrochait à une grille métallique, l'eau tourbillonnant autour de sa poitrine. Son sac à dos Superman était toujours attaché à ses épaules, le faisant paraître encore plus petit. Ses yeux s'écarquillèrent à sa vue, un mélange de peur et d'espoir traversant son visage. « Es-tu un ange ?» demanda-t-il, ses dents claquant de froid et de peur. Lucie esquissa un petit sourire. « Non, juste une fille. On va te ramener à ton papa. » Elle tendit la main vers lui, mais Ethan recula contre la grille. « Je ne peux pas lâcher prise. Le courant est trop fort. Alors je viendrai à toi. » Lucie s'avança contre le courant, luttant pour chaque centimètre jusqu'à l'atteindre. « Mets tes bras autour de mon cou comme pour un tour sur le dos. » Ethan hésita, puis enroula ses bras autour d'elle. Le poids supplémentaire faillit submerger Lucie, mais elle agrippa les côtés du tunnel avec des doigts déterminés, les ancrant contre le courant. « Tiens bon » instruisit-elle, commençant le lent chemin du retour. Ses poumons brûlaient d'effort et de l'air vicié. Le courant devint plus fort à mesure que davantage d'eau de pluie se déversait dans le système de drainage. Un morceau de métal dentelé lui écorcha le bras alors qu'elle se pressait contre le mur, mais elle remarqua à peine la douleur. Toute son attention était concentrée sur l'avancement, sur le maintien de la tête d'Ethan hors de l'eau, sur le souvenir des virages qui les ramèneraient en sécurité. Après ce qui lui sembla des heures, mais ne fut que quelques minutes, Lucie vit la lumière du jour filtrer à travers l'ouverture du drain. Des mains se tendirent alors qu'ils approchaient, plusieurs adultes étant maintenant allongés sur le trottoir pour étendre leur portée. « Il monte en premier » dit fermement Lucie, poussant Ethan vers les mains secourables. La foule éclata en applaudissements et en cris de soulagement alors qu'Ethan était mis en sécurité et immédiatement serré dans les bras de son père. James serra son fils, sanglotant ouvertement contre les cheveux mouillés du garçon, murmurant des promesses et de la gratitude. D'autres mains se tendirent vers Lucie, la tirant du drain. Elle émergea, tremblante, ses vêtements trempés et maculés de boue, une coupure au bras laissant une fine traînée de sang. Plutôt que de chercher l'attention, elle se retira immédiatement aux côtés de sa grand-mère, permettant à Hélène de lui enrouler une veste sèche autour des épaules. « Attendez » appela James, sa voix brisée alors qu'il s'approchait d'elle, serrant toujours Ethan contre sa poitrine. « S'il vous plaît, attendez. Vous avez sauvé la vie de mon fils. » Lucie leva les yeux vers lui, ses yeux bruns sérieux semblant appartenir à quelqu'un de bien plus âgé. N'importe qui l'aurait fait, mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Personne d'autre n'avait même essayé. Pour la première fois, James Williams regarda vraiment quelqu'un qu'il aurait auparavant considéré comme insignifiant. Il vit les vêtements usés, le sac à dos rapiécé, la dignité calme chez la grand-mère et l'enfant. Mais par-dessus tout, il vit la sagesse dans le regard de Lucie qu'aucun enfant ne devrait posséder, la compréhension de la perte et du sacrifice qui l'avait poussé dans l'obscurité quand tous les autres restaient en retrait.
Des sirènes gémirent au loin alors que les véhicules d'urgence approchaient enfin. La pluie s'était ralentie en un doux crépitement, la lumière du soleil commençant à percer les nuages. À ce moment-là, debout dans la rue inondée d'une ville qu'il avait aidé à transformer mais qu'il n'avait jamais vraiment vue, quelque chose changea dans le monde parfaitement ordonné de James Williams, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il reconnaîtrait bientôt comme le début de la rédemption. La salle d'urgence de l'hôpital Oak Ridge Memorial bourdonnait d'un chaos organisé. Médecins et infirmières se déplaçaient efficacement entre les zones délimitées par des rideaux, l'odeur antiseptique planant dans l'air, mêlée de conversations chuchotées et de cris de douleur occasionnels. Dans une chambre privée obtenue par un simple appel téléphonique et la promesse d'une donation substantielle, James Williams arpentait l'espace limité, ses chaussures italiennes en cuir détrempé laissant des marques humides sur le sol immaculé. Son fils Ethan dormait paisiblement sur un lit d'hôpital, surveillé par 2 infirmières et le meilleur pédiatre du Connecticut, rappelé précipitamment de son jour de congé. Le garçon n'avait souffert de rien de pire qu'une légère hypothermie et quelques égratignures, bien que le médecin ait insisté pour le garder une nuit en observation. L'assistante de James avait déjà livré des vêtements secs pour le père et le fils, ainsi que le dinosaure en peluche préféré d'Ethan. Le garçon le serrait même dans son sommeil, son visage apaisé maintenant que l'épreuve était derrière lui. James fit une pause près de la fenêtre, regardant la ville s'étendre en contrebas. De cette hauteur, Oak Ridge ressemblait à une carte postale parfaite de la Nouvelle-Angleterre, clocher d'église, architecture coloniale, rues bordées d'arbres maintenant étincelantes de la pluie récente. Il ne l'avait jamais vraiment regardé auparavant, ne voyant que des valeurs immobilières et un potentiel de développement plutôt qu'une communauté. Plus loin dans le couloir, dans la zone d'urgence générale, séparée par rien de plus que le statut social et la richesse, Lucy Carter était assise sur une table d'examen tandis qu'un médecin recousait la profonde entaille de sa paume. Sa grand-mère, Hélène, se tenait à ses côtés, l'inquiétude gravée sur les traits de son visage. « Tu es très courageuse », commenta le médecin en travaillant. La plupart des enfants pleuraient avec une coupure aussi profonde. Lucy observait l'aiguille avec une curiosité scientifique plutôt que de la peur. « Il faut 7 points de suture ou 8. » Le médecin sourit. « 7 devrait suffire. Tu as un bon œil. Tu envisages de devenir médecin un jour ?» Lucy haussa les épaules. « Peut-être si j'obtiens une bourse. » Hélène serra l'épaule de sa petite fille. À 67 ans, elle avait les mains burinées de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie et la posture droite d'une femme qui refusait de se laisser abattre par les circonstances. Après avoir perdu son fils David en Afghanistan, puis son petit-fils Tommy dans un tragique accident, elle avait élevé Lucy seule tout en gérant Carter's General Store, une entreprise familiale qui avait servi Oak Ridge pendant plus de 60 ans. 7 points de suture, confirma le médecin en terminant. Tu es très courageuse, jeune femme. Lucy enregistra à peine le compliment. Ses pensées étaient déjà tournées vers le test de maths du lendemain et le service qu'elle manquerait au magasin de sa grand-mère. Elles avaient besoin de chaque dollar depuis que le loyer avait triplé le mois dernier après l'acquisition du bâtiment par la société de James Williams. Le rideau s'écarta et James Williams entra, l'air étrangement déplacé malgré ses vêtements frais. Sa confiance habituelle semblait diminuer, l'incertitude évidente dans sa posture. Monsieur Williams, reconnut Hélène d'une voix raide. Si vous êtes venu pour l'argent de la récompense, nous ne. S'il vous plaît, l'interrompit James, levant la main. Ce n'est pas pour cela que je suis ici. Il se tourna vers Lucy, son expression s'adoucissant. Je voulais vous remercier correctement. Le médecin a dit qu'Ethan aurait pu. Il ne put terminer la phrase, la réalité de la proximité de la perte de son fils étant encore trop vive. Lucy le regarda directement, ses yeux bruns sérieux. Il va bien ? Oui, grâce à vous. James s'éclaircit la gorge. J'aimerais vous aider en retour. Nous n'avons pas besoin de charité, dit rapidement Hélène, sa fierté évidente dans la raideur de ses épaules. James remarqua la dignité dans sa posture, la façon dont ses mains, noueuses d'arthrite, agrippaient de manière protectrice l'épaule de sa petite fille. Il reconnut la fierté de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie et n'avait jamais demandé l'aumône. Ce n'est pas de la charité, dit-il prudemment. Lucy a sauvé quelque chose de plus précieux que toute ma richesse. J'aimerais créer un fonds fiduciaire pour son éducation et pour tous les soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin. Il désigna sa main bandée. Cette blessure est arrivée à cause de mon fils. L'expression d'Hélène resta réservée. Pourquoi ? Vous n'avez jamais manifesté d'intérêt à aider qui que ce soit dans cette ville auparavant.
Tout le contraire. C'était une question juste. James Williams n'était pas connu pour sa générosité. Sa réputation à Oak Ridge était celle d'un homme d'affaires impitoyable qui avait transformé la ville autrefois abordable en une extension des riches banlieues de New York. Les anciennes entreprises avaient été contraintes de partir, remplacées par des cafés artisanaux et des boutiques de créateurs. Parce qu'elle a fait quelque chose que je n'aurais pas pu faire, admit-il, les mots étant difficiles pour un homme habitué à projeter une compétence constante, et qu'aucun de ces gens qui regardaient n'aurait fait. Elle a risqué sa vie pour un étranger, pour mon fils. Il hésita, se trouvant inhabituellement à court de mots, et parce que je veux être le genre de personne qui mérite ce qu'elle a fait aujourd'hui. Lucie, qui avait discrètement observé les adultes, intervint. Le magasin de ma grand-mère ferme parce que le loyer est trop élevé maintenant. Elle dit, nous devrons peut-être quitter Oak Ridge. James ressentit les mots comme un coup physique. Carter's General Store. Il n'y était jamais allé, mais il le connaissait. Une des propriétés que sa société de gestion avait acquises l'année dernière. Il se souvint d'avoir approuvé les augmentations de loyer sans y réfléchir à deux fois, considérant cela simplement comme un ajustement des prix du marché pour maximiser le rendement de l'investissement. Je ne savais pas, dit-il, bien que l'excuse lui parût creuse. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur cette ville, M. Williams, dit Hélène sans amertume, simplement en énonçant un fait, sur les gens qui ont vécu ici toute leur vie, qui ont bâti la communauté que vous êtes en train de démanteler propriété par propriété. James se sentit inhabituellement réprimandé. Il était habitué à être la personne la plus intelligente de toutes les pièces, celle qui avait toutes les réponses. Mais debout devant cette femme âgée et sa remarquable petite fille, il ressentait une ignorance troublante. Quelque chose le poussa à demander, « Qui est Tommy ?» Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Comment connaissez-vous Tommy ?»« Tu l'as mentionné près du drain. Tu as dit qu'Ethan n'était qu'un petit garçon comme Tommy l'était. » Lucie baissa les yeux sur sa main bandée, ses petites épaules se tendirent. « Tommy était mon petit frère. Il s'est noyé dans Miller's Creek il y a 3 ans lorsque le pont s'est effondré pendant une tempête. » Sa voix devint plus douce. J'ai essayé de l'atteindre, mais le courant était trop fort. Je n'ai pas pu le retenir. Le poids de ces mots plana dans le silence de la petite zone d'examen. James sentit quelque chose se briser en lui, le mur soigneusement construit entre lui et les conséquences de ses décisions commerciales, entre son présent et son propre passé douloureux. « Je suis tellement désolé, dit-il, le pensant plus profondément qu'il n'avait rien pensé depuis des années. » Une infirmière apparut à travers le rideau. « Mademoiselle Carter, le médecin a signé les papiers de sortie. Vous êtes libre de partir, mais Lucie devrait reposer cette main pendant au moins 3 jours. »« Merci, » dit Hélène, aidant Lucie à descendre de la table d'examen. « Viens, ma chérie. Rentrons à la maison. »« Attendez, » dit James, s'avançant. « Au moins, laissez-moi vous conduire. Il pleut toujours, et c'est le moins que je puisse faire. » Hélène hésita, puis hocha la tête, les préoccupations pratiques l'emportant sur la fierté. D'accord. Le trajet jusqu'à leur modeste appartement au-dessus de la quincaillerie de la ville se fit en silence, la pluie créant une toile de fond rythmique à la tension inexprimée. James remarqua comment Lucie regardait la ville à travers la fenêtre, observant tout avec ses yeux étrangement perspicaces. « Allez-vous vraiment nous aider à garder le magasin ?» demanda-t-elle, tournant soudain ses yeux vers lui. James sentit le poids de la question, non seulement sur un magasin, mais sur le genre d'homme qu'il allait être. « Oui, » dit-il fermement. « Je le promets. » Plus tard, alors que James rentrait chez lui avec son fils endormi sur le siège arrière, il ne pouvait se défaire de l'image du visage sérieux de Lucie ou de l'histoire du frère qu'elle n'avait pas pu sauver. Pour la première fois depuis des années, il pensa à Michael, son propre frère, perdu à cause de l'addiction après que leurs parents l'eurent renié pour avoir poursuivi l'art au lieu des affaires. James avait bâti son empire en partie pour fuir ce chagrin, pour s'assurer qu'il ne serait plus jamais impuissant. Il s'engagea dans l'allée circulaire de son manoir de 15 000 pieds carrés sur la plus haute colline d'Oak Ridge. Les lumières de la ville s'étendaient en contrebas comme des étoiles tombées. D'ici, tout semblait si petit, si contenu. Mais là-bas, il y avait des vies qu'il avait affectées sans jamais connaître leur nom, des histoires comme celle de Lucie et Hélène se déroulant à la suite de décisions qu'il prenait depuis cet isolement au sommet de la colline. James porta Ethan dans sa chambre, le bordant soigneusement. En observant la respiration paisible de son fils, il prit une décision. Lucie Carter avait sauté dans l'obscurité pour sauver un étranger.
Peut-être était-il temps qu'il fasse de même. Il tendit la main vers son téléphone et composa le numéro de son directeur des opérations. Dan, j'ai besoin que tu arrêtes tous les avis d'expulsion à Oak Ridge et que tu te prépares à annuler les augmentations de loyer sur les propriétés du centre-ville. Il fit une pause, écoutant la réponse choquée. Oui, je suis sérieux. Et une chose de plus. Je veux toutes les informations que nous avons sur Carter's General Store. Je ferai personnellement des changements à ce bail. Après avoir raccroché, James s'assit au bord du lit d'Ethan, caressant doucement les cheveux de son fils. Nous allons faire mieux, murmura-t-il. Tous les deux. Le Carter's General Store se tenait au coin de Maple et Pine depuis 63 ans. Son auvent défraîchi et son enseigne peinte à la main semblaient de plus en plus déplacés parmi les boutiques branchées et les cafés artisanaux qui dominaient désormais le centre-ville d'Oak Ridge. À l'intérieur, les planchers de bois usés craquaient agréablement sous les pieds des clients, et les étagères d'origine en chêne contenaient toujours un mélange éclectique d'épiceries, de produits ménagers essentiels et de produits locaux. Hélène Carter expliquait à Madame Abernathy pourquoi elle ne proposait plus son thé de Ceylan préféré. Le fournisseur a doublé ses exigences de commande minimum, expliqua Hélène patiemment, ses mains noueuses par l'arthrite reposant sur l'ancienne caisse enregistreuse. Avec la conjoncture actuelle, je ne peux tout simplement pas justifier la dépense. Quel dommage, soupira Madame Abernathy, une résidente de longue date qui avait vu Oak Ridge passer d'une communauté soudée à une banlieue de plus en plus chic. D'abord la boulangerie Richardson, maintenant votre sélection de thé. Cette ville perd son cœur petit à petit. Lucie était assise au comptoir, travaillant sur ses devoirs de mathématiques entre deux clients. Le magasin avait été calme toute la matinée, trop calme. L'enseigne, fermeture définitive, à la fenêtre semblait éloigner les gens plutôt qu'attirer les chasseurs de bonnes affaires. La vente n'était pas l'idée d'Hélène, mais une concession nécessaire à la réalité. Avec un loyer désormais 3 fois supérieur à celui d'il y a un an, et un nombre de clients en baisse, les nouveaux venus plus aisés préférant le marché bio de l'autre côté de la ville, le Carter's General Store n'était plus viable. La clochette au-dessus de la porte tinta, et les deux Carter levèrent les yeux avec surprise pour voir James Williams entrer, cette fois vêtu d'un jean et d'une simple chemise boutonnée plutôt que de son habituel costume sur mesure. Ethan le suivait, les yeux écarquillés, alors qu'il admirait l'étalage de bonbons à l'ancienne près de la caisse. Monsieur Williams, reconnut Hélène, son ton neutre. C'est inattendu. S'il vous plaît, appelez-moi James. Il regarda autour du magasin avec de nouveaux yeux, remarquant les étagères soigneusement organisées, les sols usés mais propres, le tableau d'affichage couvert de notices communautaires et d'œuvres d'art d'enfants. Ce n'était pas seulement un magasin. C'était un centre de quartier, exactement le genre d'endroit que ces développements avaient systématiquement éliminé. J'espérais que nous pourrions parler, dit James, de votre bail. L'expression d'Hélène se durcit. Il n'y a rien à discuter. Votre entreprise a clairement indiqué que l'augmentation de loyer n'était pas négociable. Nous avons reçu une autre lettre hier nous donnant 30 jours pour déménager si nous ne pouvons pas respecter les conditions. J'aimerais renégocier, dit simplement James. Pendant que les adultes discutaient, Ethan se glissa vers Lucie, qui tentait de se concentrer sur un problème d'algèbre particulièrement difficile. Tu es la fille qui m'a sauvé, dit-il avec la franchise des enfants. Lucie hocha la tête, fermant son livre de mathématiques. Comment te sens-tu? Mieux. Papa dit que je ne pourrai plus jamais m'approcher des avaloirs. Il la regarda avec curiosité. Savais-tu que ça ferait peur là-dedans? Oui. Alors pourquoi l'as-tu fait? Lucie réfléchit à la question avec le sérieux qu'elle apportait à tout. Parce qu'avoir peur n'est pas la pire chose qui puisse vous arriver. Ethan y réfléchit. Quelle est la pire chose? Ne pas aider quand on aurait pu le faire, répondit-elle sans hésitation. Ethan hocha lentement la tête, assimilant ce morceau de sagesse. Je fais des cauchemars à propos de l'eau, admit-il doucement. Moi aussi, parfois, confia Lucie. À propos de mon frère. Ça aide d'en parler quand on se réveille. De l'autre côté du magasin, James faisait à Hélène une offre inattendue. Soyons clairs, dit-il, appuyé contre le comptoir. Je propose de ramener votre loyer au montant initial avant l'acquisition du bâtiment par ma société. De plus, j'aimerais financer quelques améliorations. Ce groupe frigorifique fonctionne à plein régime, et votre système de chauffage aurait besoin d'une mise à niveau avant l'hiver. Les yeux d'Hélène se plissèrent de suspicion. Et que voulez-vous en retour?
Parce que si vous pensez à nous racheter pour y installer une autre boutique de luxe. Rien de tout cela, l'interrompit James. Je veux apprendre le métier auprès de vous. Je ne comprends pas, je veux travailler ici 2 ou 3 jours par semaine, apprendre comment un endroit comme celui-ci fonctionne, ce que cela signifie pour la communauté. James jeta un coup d'œil à leurs enfants, maintenant engagés dans une discussion sérieuse sur les options de bonbons à 1 sou. J'ai passé des années à construire quelque chose de grand sans comprendre ce que je détruisais dans le processus. J'aimerais changer cela. Hélène l'étudia, des décennies d'expérience lui permettant de lire les gens avec une précision remarquable. Pourquoi ne pas simplement faire un chèque et apaiser votre conscience de cette façon? Ce serait plus simple. Parce qu'il ne s'agit pas d'argent, répondit James. Il s'agit de comprendre ce qui compte. Lucie me l'a montré de la manière la plus profonde possible. Plus tard ce soir-là, après avoir fermé le magasin, Hélène et Lucie marchèrent les 6 pâtés de maison jusqu'à leur petit appartement au-dessus de la quincaillerie de la ville. La soirée de printemps était douce, des lucioles commençaient à apparaître au crépuscule. « Penses-tu que Monsieur Williams veut vraiment aider, ou se sent-il simplement coupable ?» demanda Lucie, sautant par-dessus une fissure dans le trottoir, une superstition d'enfance qu'elle maintenait malgré son comportement par ailleurs adulte. Hélène réfléchit à la question. Peut-être les deux. Les gens sont compliqués, Lucie. Même les riches. Ils semblaient différents aujourd'hui. Pas si. Lucie chercha le mot. Arrogant? Suggéra Hélène avec un petit sourire. Ouais. Mais Ethan est sympa. Il m'a donné sa tablette de chocolat. Hélène serra l'épaule de sa petite fille. Tu as eu un sacré impact sur ces deux-là. Lucie haussa les épaules. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. À la maison, Lucie aida sa grand-mère à préparer un dîner simple de pâtes et de salade. Leur appartement était petit mais bien rangé, rempli de photos et de souvenirs de leur famille. Un portrait formel d'un homme en uniforme militaire tenait la place d'honneur sur la cheminée, le capitaine David Carter, le père de Lucie. À côté se trouvait un cadre plus petit contenant une photo d'école d'un garçon aux cheveux clairs avec les mêmes yeux sérieux que Lucie, Tommy. Pendant qu'elle mangeait, Hélène remarqua que Lucie fixait les photographies. Une pensée pour tes pensées, ma chérie. Penses-tu que papa serait fier de moi pour ce que j'ai fait hier? Oh, Lucie. Les yeux d'Hélène brillèrent. Il serait fou de fierté, tout comme moi chaque jour. Lucie hocha la tête, semblant satisfaite. Puis, d'une voix plus petite, penses-tu que Tommy sait d'une manière ou d'une autre que j'ai sauvé Ethan, même si je n'ai pas pu le sauver? Hélène tendit la main à travers la table pour prendre la main de sa petite fille. Je crois qu'il le sait, et je pense qu'il est fier de sa grande sœur aussi. Lucie absorba cela, puis demanda, allons-nous vraiment garder le magasin maintenant? Il semble que oui. Hélène secoua légèrement la tête. La vie prend parfois les virages les plus étranges. Hier, je cherchais comment dire à nos fidèles clients que nous fermions, et aujourd'hui, un milliardaire veut apprendre à utiliser une caisse enregistreuse. Je pense qu'il essaie de s'améliorer, observa Lucie. Comme quand Madame Peterson nous donne une chance de corriger nos tests si nous avons mal étudié. C'est une bonne façon de voir les choses, acquiesça Hélène, s'émerveillant de la capacité de compassion de sa petite fille malgré tout ce qu'elle avait perdu. De l'autre côté de la ville, dans son manoir au sommet de la colline, James borda Ethan. Le garçon avait été inhabituellement pensif depuis leur visite au magasin. « Papa » dit Ethan alors que James s'apprêtait à éteindre la lumière. Lucie m'a dit que son papa était mort en héros à la guerre et que son frère était mort dans un accident. C'est vraiment triste. Oui, ça l'est, acquiesça James, s'asseyant au bord du lit. Elle n'a pas de famille sauf sa grand-mère. Ethan tripota sa couverture. Nous n'avons pas beaucoup de famille non plus depuis que maman est partie et que l'oncle Michael est mort. James se tendit à la mention de son frère. La mort de Michael par overdose il y a 7 ans restait une blessure qu'il reconnaissait rarement, et encore moins discutait avec son fils. C'est vrai. Peut-être, Ethan hésita. Peut-être que nous pourrions être comme leur famille parfois, puisqu'ils n'en ont pas beaucoup et que nous n'en avons pas beaucoup. James regarda son fils avec émerveillement. Quand cette petite personne était-elle devenue si perspicace, si compatissante? Je pense que c'est une merveilleuse idée, dit-il doucement. Après qu'Ethan se fut endormi, James se retira dans son bureau avec un verre de scotch. Le mur de fenêtre offrait une vue panoramique d'Oak Ridge en contrebas, des lumières scintillant dans l'obscurité.
Il avait choisi cet emplacement délibérément en construisant la maison, élevée au-dessus de la ville, littéralement et figurativement. Sur son bureau reposait une photographie encadrée d'argent qu'il gardait habituellement dans un tiroir, lui et Michael adolescent, les bras jetés négligemment l'un autour de l'épaule de l'autre, souriant à l'appareil photo lors de rares vacances familiales heureuses. Michael était l'artiste, le rêveur, celui qui remettait en question l'éthique commerciale impitoyable de leur père. James était le pragmatique, celui qui suivait le chemin tracé pour lui sans question. Lorsque Michael avait choisi l'école d'art plutôt que l'entreprise familiale, leur père l'avait coupé complètement. James, désireux de prouver qu'il était le fils digne, avait pris le parti de leur père. Au moment où il réalisa son erreur, Michael était plongé dans l'addiction, rejetant les tentatives tardives de réconciliation de James. « J'essaie de réparer les choses maintenant, Mikey », murmura James à la photographie. Un peu en retard comme d'habitude. Cette nuit-là, James rêva de son frère pour la première fois depuis des années. Dans le rêve, Michael n'était pas malade ou en colère comme il l'avait été à la fin. Il était jeune et vibrant, debout près d'un ruisseau, les bras tendus. « Il n'est jamais trop tard pour construire des ponts, j'aime », dit le Michael du rêve, mais il faut être prêt à traverser des eaux troubles. James se réveilla avec des larmes sur le visage et la certitude que sa vie était sur le point de changer de manière qu'il ne pouvait encore imaginer. Le lendemain matin, il arriva au Carter's General Store à 7h tapante, vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, prêt pour sa première journée de travail. Hélène leva un sourcil à sa ponctualité, mais lui tendit un tablier sans commentaire. « Première leçon », dit-elle, désignant l'ancienne caisse enregistreuse, le cœur de toute opération de vente au détail. L'été arriva à Oak Ridge avec vengeance, apportant une chaleur record qui transforma la pittoresque ville de Nouvelle-Angleterre en un mirage scintillant. Les climatiseurs peinaient à suivre le rythme, et la piscine locale avait étendu ses heures pour accueillir les résidents cherchant un peu de réconfort. Au Carter's General Store, arborant désormais une nouvelle couche de peinture et un nouveau système de réfrigération, les affaires s'amélioraient régulièrement. L'enseigne, fermeture définitive, avait été remplacée par une autre indiquant « Nouvelle direction ». Même excellent service. James Williams était assis derrière le comptoir, luttant avec l'ancienne caisse enregistreuse, tandis qu'Hélène le guidait patiemment à travers le processus une fois de plus. Après 2 mois de travail au magasin 3 jours par semaine, il n'avait toujours pas maîtrisé la machine capricieuse. Il faut frapper le côté juste comme il faut, démontra Hélène, donnant à la caisse un petit coup d'entraînement qui fit s'ouvrir le tiroir. C'est comme ça depuis 1987. Nous pourrions la remplacer, suggéra James, non pour la première fois. Certaines choses ont un caractère qu'il faut préserver, répondit fermement Hélène. Tout n'a pas besoin d'être le dernier modèle pour avoir de la valeur. La leçon ne fut pas perdue pour James, qui avait bâti une fortune en cherchant constamment la pointe de la technologie. Travailler au magasin était devenu une masterclass en économie communautaire et en connexion humaine, des concepts absents de son éducation à la Harvard Business School. Il avait appris les noms des clients réguliers, découvert quelles familles locales luttaient et lesquelles prospéraient, et commença à comprendre comment les actions de son entreprise avaient eu des répercussions sur Oak Ridge de manière qu'il n'avait jamais envisagée. La porte s'ouvrit, apportant une bouffée d'air chaud et la silhouette familière de Lucie, suivie d'Ethan. Les 2 enfants étaient rougis par la chaleur, leurs t-shirts collés à leur dos. « Grand-mère, on peut avoir des bâtonnets glacés ?» demanda Lucie. « Il fait 36 degrés dehors. »« Bien sûr, » dit Hélène. « James, pourquoi ne les aides-tu pas pendant que je finis l'inventaire ?» Alors que James récupérait les bâtonnets glacés dans le congélateur, il s'émerveilla de l'amitié improbable qui s'était développée entre les enfants. Malgré leurs différents milieux, ils s'étaient rapidement liés. Ethan, enfant unique habitué à la solitude et aux activités structurées, s'épanouissait en présence déterminée de Lucie. Et Lucie, qui était devenue trop sérieuse trop jeune, se souvenait de comment jouer à nouveau. « Comment était le programme de la bibliothèque ?» demanda James alors qu'ils déballaient leurs friandises à la petite table dans le coin du magasin. « Incroyable !» s'exclama Ethan, son bâtonnet glacé à la cerise tachant déjà ses lèvres. « Madame Pérez nous a appris les constellations et comment trouver l'étoile polaire. » Lucie savait déjà tout parce que son père le lui avait enseigné. Il disait que les étoiles sont comme des amis, expliqua Lucie soigneusement, attrapant une goutte avant qu'elle n'atteigne ses doigts. Même quand on ne peut pas les voir, elles sont toujours là. James hocha la tête, pensant à Michael. Ton père semble être un homme sage. Il l'était, acquiesça Lucie d'un ton factuel. Il pouvait tout réparer aussi.
Pas comme notre appartement maintenant. Le climatiseur est tombé en panne hier, et le propriétaire dit qu'il faudra une semaine avant qu'il puisse faire venir quelqu'un pour le regarder. James fronça les sourcils. C'est inacceptable par cette chaleur. Qui est votre propriétaire? Lucie et Ethan échangèrent des regards. C'est vous, dit Lucie doucement. Ou votre entreprise? Le bâtiment appartient à Williams Investment. James sentit la torsion familière de la honte qui était devenue sa fréquente compagne ces derniers mois. Une autre conséquence de décisions prises sans égard pour les personnes affectées. Je vais appeler, promit-il. Pendant que les enfants finissaient leur bâtonnet glacé, James sortit pour téléphoner à son équipe de gestion immobilière. La conversation fut brève et directe, se terminant par la promesse qu'une équipe de réparation serait à l'appartement dans l'heure. Quand il revint, Hélène montrait aux enfants des photos qu'elle avait trouvées en réorganisant l'arrière-boutique du magasin. C'est le magasin le jour de son ouverture en 1960, expliqua-t-elle, désignant une photographie en noir et blanc d'un couple beaucoup plus jeune se tenant fièrement devant le Carter's General Store. Mes beaux-parents, Robert et Mabel Carter. Ils ont commencé avec juste des produits d'épicerie de base et ont progressivement étendu. C'est vous? Demanda Ethan, pointant une autre photographie montrant une Hélène plus jeune à côté d'un homme grand en tablier de magasin. Oui, et c'est le père de David, John. Nous avons pris la relève en 1985 lorsque la santé de Robert a commencé à décliner. Son doigt se déplaça vers une autre photo. Et voici David derrière le comptoir pour la première fois. Il avait 16 ans. Lucie toucha l'image de son père avec révérence. Je me souviens qu'il m'apprenait à utiliser la caisse quand j'avais 5 ans. Tel père, telle fille, sourit Hélène. Il aurait repris le magasin s'il n'avait pas rejoint l'armée après le 11 septembre. James étudia les photographies, frappé par la continuité qu'elles représentaient, génération après génération, maintenant non seulement une entreprise, mais une présence communautaire. Sa propre entreprise n'avait pas un tel héritage, entièrement axé sur la croissance et l'acquisition plutôt que sur la stabilité et le service. Plus tard ce soir-là, alors que James fermait le magasin avec Hélène, il aborda le sujet. Je n'avais aucune idée que ma société possédait le bâtiment de la quincaillerie. Il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas sur vos avoirs, dit Hélène sans accusation. C'est ce qui arrive quand on opère à distance. J'y ai pensé, admit James, à la distance et à ce qu'elle coûte. Il hésita. Les réparations de votre bâtiment seront terminées demain, mais j'aimerais en faire plus. Je restructure ma société, en commençant par nos propriétés ici à Oak Ridge. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Des loyers équitables, un meilleur entretien, une consultation communautaire sur le développement. James secoua la tête. Cela semble simple en le disant à voix haute, mais c'est un revirement complet par rapport à notre mode de fonctionnement. Et vos actionnaires sont d'accord avec cela? Demanda Hélène avec scepticisme. Je suis l'actionnaire majoritaire, répondit James. Et pour la première fois depuis des années, je pense au-delà des profits trimestriels. Hélène l'étudia, ses yeux vifs malgré son âge. Ce changement de cœur, s'agit-il simplement d'apaiser votre culpabilité? C'était une question juste, une question que James s'était posée pendant des nuits blanches. Cela a commencé comme ça, admit-il. Mais maintenant, je pense que je redécouvre des parties de moi-même que j'ai enfouies il y a longtemps, avant que le succès ne soit plus important que la connexion. Hélène hocha la tête, semblant accepter sa réponse. Eh bien, ne vous attendez pas à ce que la ville vous embrasse du jour au lendemain. La confiance prend du temps à se bâtir. Je sais, mais j'ai une bonne professeure en Lucie. Le lendemain apporta des complications inattendues. James arriva au magasin pour trouver une berline élégante garée devant et son ex-femme Miranda l'attendant à l'intérieur. Elle semblait déplacée dans ce cadre chaleureux, sa tenue de créateur et son maquillage parfait contrastant fortement avec le charme rustique du magasin. Miranda, dit-il, la surprise évidente dans sa voix. Que fais-tu ici? Elle croisa les bras, ses ongles parfaitement manucurés brillants. C'est moi qui devrais te poser la question. Notre fils a failli se noyer, et soudain tu joues au boutiquier dans ce, elle jeta un regard dédaigneux. Charmant établissement. Je fais quelques changements, dit James prudemment, conscient de la présence d'Hélène derrière le comptoir. C'est ce que j'ai entendu. Le conseil d'administration est inquiet, James. Tes nouvelles initiatives axées sur la communauté ont un impact sur les résultats. Harrison parle de convoquer une réunion spéciale.
Le conseil d'administration est à mon entière discrétion, lui rappela-t-il. Et ces changements ne sont pas négociables. Miranda s'approcha, baissant la voix. Ce n'est pas ton genre. D'abord le fonds fiduciaire pour cette fille, maintenant cette attitude de sauveur de la communauté. Les gens en parlent. Laisse-les parler. Et Ethan. Tu l'as amené ici, le laissant passer du temps avec. Elle jeta un coup d'œil vers l'arrière du magasin où Lucy organisait l'inventaire. Elle s'appelle Lucy, dit James fermement. Et oui, ils sont devenus amis. Ça lui a fait du bien. L'expression de Miranda s'adoucit légèrement. J'ai remarqué la différence en lui quand il vient. Il semble plus heureux, plus confiant, elle soupira. Mais je m'inquiète de l'influence. Nous venons d'un certain monde, James. Un monde qui a failli laisser notre fils se noyer à cause de qui je suis, répondit-il doucement. Peut-être est-il temps de repenser ce monde. Après le départ de Miranda, qui promit de revenir le week-end suivant pour emmener Ethan à New York quelques jours, James se trouva troublé. Il n'avait pas envisagé comment ces changements pourraient affecter la relation d'Ethan avec sa mère. Le divorce, 3 ans auparavant, avait été amiable en surface, les deux parties étant plus préoccupées par leur image publique que par la querelle des biens, mais des courants de ressentiment et de sentiments non résolus coulaient en dessous. Cette nuit-là, alors que James ramenait Ethan à la maison, son fils demanda inopinément, « Papa, pourquoi toi et maman avez-vous vraiment divorcé ?» James jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, rencontrant le regard sérieux de son fils. C'est une question compliquée. Lucy dit que les adultes disent toujours ça quand ils ne veulent pas répondre. James ne put s'empêcher de sourire. Elle est plutôt intelligente. Il choisit ses mots avec soin. Ta mère et moi, nous avons cessé de nous voir vraiment. Nous étions tous les deux tellement occupés par nos propres vies que nous sommes devenus des étrangers vivant dans la même maison. Comme quand tu n'as pas vraiment vu Oak Ridge avant l'accident. Exactement comme ça, acquiesça James, émerveillé par la perception de son fils. Parfois, il faut quelque chose de grand pour nous faire ouvrir les yeux. Ethan resta silencieux un instant. Je suis content que les miens soient ouverts maintenant. James tendit la main pour serrer le genou de son fils. Moi aussi, mon pote. Moi aussi. Ce week-end-là, James emmena Lucy et Ethan au Connecticut Science Center à Hartford. En les regardant courir entre les expositions, leur excitation étant la même malgré leurs origines différentes, James ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis des années. La capacité de Lucy à trouver de l'émerveillement en tout était contagieuse, et Ethan s'épanouissait en sa compagnie. Papa, Lucy a résolu le casse-tête d'ingénierie, appela Ethan depuis une exposition interactive. Celui que les lycéens n'ont pas pu résoudre. James s'approcha pour trouver Lucy ajustant méthodiquement des composants dans une conception de machine complexe. Mon père m'a enseigné les principes de mécanique, expliqua-t-elle sans lever les yeux. Il disait que comprendre comment les choses fonctionnent et d'aller réparer quand elles tombent en panne. Il avait raison, acquiesça James, la regardant terminer le dernier ajustement et la machine vrombir. Lucy leva les yeux vers lui, son expression soudainement vulnérable. Penses-tu qu'il serait fier de moi pour avoir aidé Ethan ? La question prit James au dépourvu. Sans aucun doute, dit-il doucement. Tout comme je suis sûr que ton frère le serait. Lucy hocha la tête, semblant satisfaite, puis se tourna pour tirer Ethan vers l'exposition suivante. James resta immobile un instant, frappé par la profondeur de l'inquiétude de Lucy pour l'approbation de son père qui reflétait son propre désir d'autrefois de reconnaissance de son père, un désir qui avait façonné toute sa philosophie d'affaires jusqu'à ce qu'une petite fille en imperméable jaune lui montre ce qu'était le véritable courage. La célébration annuelle du Founders Day d'Oak Ridge transforma la place de la ville en un festival de lumière, de musique et de nourriture. Fondé en 1792, Oak Ridge était fier de son héritage, et la célébration de fin août était une tradition qui s'était poursuivie sans interruption pendant plus d'un siècle. Les entreprises locales installaient des stands. Les enfants couraient entre les jeux et les attractions, et des voisins qui étaient devenus des étrangers ces dernières années se retrouvaient à se reconnecter autour de souvenirs partagés. Le Carter's General Store avait un emplacement de choix. Leur stand offrait des bonbons à 1 sou, de la limonade maison et une exposition de photos retraçant les 63 ans d'histoire du magasin. Lucy et Ethan tenaient le stand de limonade, tandis qu'Hélène expliquait les photographies aux visiteurs intéressés. Le magasin était devenu une sorte de succès local au cours des 3 derniers mois, les affaires augmentant régulièrement à mesure que la nouvelle de sa revitalisation se répandait.
James se déplaçait dans la foule, vêtu de manière décontractée, d'un pantalon kaki et d'un polo. Il était accueilli par un mélange de hochements de tête prudents et de suspicions manifestes. Sa réputation d'homme qui avait tenté de gentrifier Oak Ridge jusqu'à l'effacer n'avait pas disparu du jour au lendemain, malgré ses efforts récents. L'annonce que Williams Investment annulerait les augmentations de loyers et financerait des projets de développement communautaire avait été accueillie avec scepticisme par beaucoup. Monsieur Williams, appela une voix. James se retourna pour voir la mère Patricia Hernandez s'approcher. À 52 ans, elle en était à son 3e mandat et avait été une critique virulente de ses pratiques de développement. Je suis surprise de vous voir participer à un événement aussi local. Je suis plein de surprises ces derniers temps, répondit James avec un sourire autodépréciateur. Votre discours était excellent, d'ailleurs. L'histoire d'Oak Ridge est fascinante. C'est le cas quand on y prête vraiment attention, dit-elle avec insistance. James accepta la pique. Je le mérite, mais je fais attention maintenant. La mère l'étudia, son œil politique aguerri évaluant sa sincérité. C'est ce que j'ai entendu dire. La question est, pour combien de temps? Les communautés ont besoin d'un engagement durable, pas des caprices d'un milliardaire. Avant que James ne puisse répondre, une agitation éclata du côté du carrousel. Un cri d'enfant déchira l'atmosphère festive, faisant instantanément taire les conversations proches. James reconnut le son immédiatement, le cri d'une douleur réelle plutôt que d'une déception enfantine. Il se dirigea vers le son instinctivement, la mère le suivant de près. Un garçon d'environ 8 ans gisait au sol à côté du carrousel, son bras plié selon un angle anormal. James le reconnut comme Max Cooper, le fils de Tom Cooper, propriétaire de la quincaillerie locale, le même bâtiment où vivaient Lucie et Hélène. Tom Cooper s'agenouilla à côté de son fils, le visage pâle d'inquiétude, alors qu'il tentait de réconforter l'enfant qui pleurait. « Quelqu'un appelle une ambulance » cria Tom, sa voix tendue. « Déjà appelé » répondit un passant. Mais la centrale dit que ça prendra au moins 15 minutes. Il y a un carambolage sur l'autoroute. James évalua rapidement la situation. « Ma voiture est juste là » dit-il, pointant sa Tesla garée au bord de la place. « Nous pouvons l'emmener à l'hôpital plus vite. » Tom Cooper leva les yeux, son expression déchirée entre l'inquiétude pour son fils et la fierté. James et Tom s'étaient affrontés à plusieurs reprises au cours des 5 dernières années, car Williams Investment avait systématiquement acheté des propriétés autour de la quincaillerie, étouffant l'entreprise de Cooper dans l'espoir d'acquérir finalement le bâtiment pour un complexe d'appartements de luxe prévu. « Papa, s'il te plaît, gémit Max, ça fait tellement mal. » La fierté céda la place au pragmatisme. « D'accord, acquiesça Tom. » James conduisit tandis que Tom était assis à l'arrière, serrant son fils. Le trajet normalement de 20 minutes jusqu'à l'hôpital prit 12 minutes, James naviguant sur des routes secondaires et dépassant la limite de vitesse. Il appela à l'avance pour s'assurer que la salle d'urgence était préparée à leur arrivée. Utilisant son influence pour accélérer le processus à l'urgence, alors que Max était emmené pour des radiographies, un silence gênant s'installa entre les deux hommes. « Merci, dit finalement Tom, de nous avoir amenés ici si rapidement. » James hocha la tête. « Bien sûr. Depuis combien de temps possédez-vous la quincaillerie ? » 28 ans. Je l'ai reprise de mon père qui l'a fondée en 1958. Un héritage familial, observa James. Comme le Carter S General Store. L'expression de Tom se durcit. Oui, eh bien, certains héritages sont plus respectés que d'autres. Les mots planèrent entre eux. James ne se défendit pas et n'offrit aucune excuse. Je suis désolé, dit-il simplement, pour la pression que mon entreprise a exercée sur votre commerce. C'était une erreur. Tom l'étudia, le scepticisme évident. Hélène dit que vous avez changé, que ce qui est arrivé à votre garçon a remué quelque chose en vous. Quelque chose comme ça, acquiesça James. Quand on construit des murs pour protéger ce qui est à soi, on ne remarque pas à quel point il nous aveugle aussi. Avant que Tom ne puisse répondre, un médecin apparut, annonçant que Max avait une fracture nette qui guérirait bien avec des soins appropriés. Le soulagement adoucit la tension entre les hommes. Pendant qu'ils attendaient la sortie de Max, Tom parla à nouveau. Vous savez, mon magasin a eu du mal, non seulement à cause des augmentations de loyer, mais parce que nous ne pouvons pas rivaliser avec les grandes surfaces sur les prix. Et si vous n'aviez pas à le faire, demanda James. Et si vous trouviez un autre angle ? Comme quoi ? Écoutez,
spécialisation, orientation communautaire, les choses que les chaînes ne peuvent pas offrir. Les idées commencèrent à affluer tandis que James esquissait des possibilités, ateliers pour les bricoleurs, partenariats avec des entrepreneurs locaux, et expertise en restauration pour les nombreuses maisons historiques d'Oak Ridge. Au moment où Max fut emmené, le bras dans un plâtre bleu, les deux hommes avaient esquissé les débuts d'un plan de revitalisation pour Cooper & Hardware. De retour au festival, Lucy avait remarqué l'absence de James et s'était inquiétée lorsqu'elle vit sa Tesla arriver et le vit en sortir avec Tom et Max Cooper. La curiosité l'emporta. Elle s'éloigna du stand de limonade pour enquêter. « Max va bien ?» demanda-t-elle, observant le plâtre du garçon. « Il va s'en remettre », l'assura James. « Où est ta grand-mère ?»« Toujours à notre stand avec Ethan. » Lucy hésita. « Monsieur Cooper, ma grand-mère dit que notre climatisation refait des bruits bizarres. » Tom hocha la tête. « Je passerai demain pour vérifier. » Alors que Tom et Max retournaient à leur stand, Lucy lança un regard scrutateur à James. « Vous et Monsieur Cooper parliez comme des amis. »« Peut-être que nous sommes en train de devenir amis, » suggéra James. Lucy y réfléchit. « Vous êtes différents maintenant, » déclara-t-elle, de ce jour près du drain. « Comment ça ? Vous regardez davantage les gens dans les yeux et vous écoutez mieux. » Elle fit une pause. « Mon père disait qu'on pouvait en apprendre beaucoup sur une personne par la façon dont elle écoute. » Ton père semble plus sage de jour en jour, sourit James. J'aurais aimé le rencontrer. Moi aussi, dit Lucy doucement. Il aurait aimé le nouveau vous. La simple déclaration affecta James plus profondément que n'importe quelle distinction commerciale. Alors que le soir tombait, le festival culmina avec un feu d'artifice au-dessus du lac d'Oak Ridge. James se retrouva assis sur une couverture avec Hélène, Lucy et Ethan, entourés d'habitants de la ville qui ne se détournaient plus de lui. La première explosion de couleurs se refléta dans les eaux calmes du lac, arrachant des soupirs à la foule. Ethan s'appuya contre James tandis que Lucy était assise en tailleur, le visage tourné vers le ciel. « C'est beau, n'est-ce pas ?» remarqua Hélène. « Oui » acquiesça James. Mais il ne regardait pas le feu d'artifice. Il observait la communauté autour de lui. Des familles partageant de la nourriture, des adolescents riant ensemble, des couples âgés se tenant la main. C'était ce à quoi il avait été aveugle, la toile complexe de connexion qui faisait d'Oak Ridge plus qu'un simple bien immobilier. Alors que le grand final illuminait le ciel nocturne, James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'enfance, un sentiment d'appartenance. Non pas à cause de ce qu'il possédait ou contrôlait, mais parce qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui-même, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. À côté de lui, la petite main de Lucy trouva la sienne et serra. Aucun mot n'était nécessaire. À ce moment-là, sous la cascade de lumière, James Williams fit une promesse silencieuse à la petite fille qui avait sauvé plus que son fils. Il serait digne de son courage, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, James reçut un email qui brisa la paix de la veille. Le conseil d'administration de Williams Investment avait convoqué une réunion d'urgence pour discuter de ses récentes décisions. Plusieurs actionnaires importants exprimaient leur inquiétude quant à la nouvelle orientation de l'entreprise à Oak Ridge et sur d'autres marchés où James avait commencé à mettre en œuvre des politiques similaires axées sur la communauté. James s'assit dans son bureau, pesant ses options. Il pouvait combattre le conseil d'administration. Sa participation majoritaire lui donnait ce pouvoir, mais la bataille qui en résulterait serait l'aide des publics. Il pouvait faire des compromis, revenir sur certains de ses changements les plus radicaux tout en maintenant d'autres, où il pouvait trouver une toute autre voie. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. James ouvrit la porte et trouva Lucy sur le seuil, son vélo appuyé contre la balustrade du porche. « Lucy, tout va bien ? Ethan m'a invité à aller nager, expliqua-t-elle. Il a dit que vous aviez une piscine. C'est vrai, confirma James, reculant pour la laisser entrer. Ethan est à l'étage en train de se changer. Vous pouvez attendre dans le salon si vous voulez. Lucy entra, les yeux s'écarquillant alors qu'elle découvrait le grand hall d'entrée du manoir avec ses sols en marbre et son grand escalier. Votre maison est plus grande que tout notre immeuble. James ressentit une bouffée d'embarras devant l'ostentation qui lui avait autrefois semblé si nécessaire. C'est trop grand, honnêtement. Nous n'utilisons même pas la plupart des pièces. Lucy erra dans le salon, s'arrêtant devant un grand tableau à l'huile au-dessus de la cheminée. C'est votre frère, demanda-t-elle, désignant la figure à côté d'un James plus jeune.
James fut surpris. Peu de gens faisaient le lien, ne voyant que sa propre ressemblance dans le portrait de famille formel. Oui, c'est Michael. Comment as-tu su? Ses yeux ont l'air gentils comme les vôtres parfois maintenant, dit Lucy simplement. Et Ethan l'a mentionné une fois. James la rejoignit devant le portrait. Michael était un artiste, un bon. Mais notre père voulait qu'il rejoigne l'entreprise familiale. Que lui est-il arrivé? James hésita, incertain de ce qu'il devait partager avec une enfant de 9 ans. Mais le regard stable de Lucy portait la sagesse de quelqu'un qui avait déjà fait face à des vérités difficiles. Il a fait de mauvais choix pour gérer sa tristesse, et je ne l'ai pas aidé quand j'aurais dû. Lucy absorba cela. C'est pourquoi vous nous aidez maintenant, parce que vous n'avez pas pu l'aider. Ce n'était pas une question, et l'intuition était surprenante par sa précision. Oui, admit James. Je pense que oui. Lucy hocha la tête, satisfaite de son honnêteté. Parfois, on a une deuxième chance de faire ce qu'il faut. C'est ce que dit ma grand-mère. Ta grand-mère est une femme très sage. Papa, appela la voix d'Ethan alors qu'il dévalait les escaliers en maillot de bain et t-shirt. Oh, tu es là, Lucy. Viens, je vais te montrer où tu peux te changer. Alors que les enfants disparaissaient à l'étage, James retourna à son bureau avec une nouvelle clarté. Le portrait de sa famille, père au visage sévère, mère élégante mais distante, lui et Michael, côte à côte mais déjà s'éloignant, représentait un héritage de richesse bâti sur la déconnexion émotionnelle. Est-ce cela qu'il voulait continuer? Son téléphone sonna. Le secrétaire du conseil d'administration confirmait la réunion d'urgence de demain. Nous distribuerons des documents sur des structures de leadership alternatives, l'Informa TL, juste en cas d'urgence. En d'autres termes, il préparait un coup d'État. James la remercia poliment et raccrocha, sa décision prise. Il reprit le téléphone et composa le numéro de son avocat. Au moment où Lucy et Ethan émergèrent vers la piscine, éclaboussant et riant sous le soleil de l'après-midi, James avait mis en marche un plan qui allait tout changer pour lui-même, pour Williams Investment et pour Oak Ridge. L'automne peignit Oak Ridge de teintes brillantes d'orange, de rouge et d'or. La transformation du paysage reflétait les changements dans la ville elle-même au cours des 6 derniers mois. Le Carter S General Store était redevenu un centre animé, sa clientèle augmentant régulièrement à mesure que la nouvelle de sa revitalisation se répandait. La quincaillerie Cooper S s'était rénovée, s'étendant pour inclure un atelier pour des ateliers communautaires. Plus significativement, Williams Investment avait créé le fonds de développement communautaire d'Oak Ridge, dont la majorité du conseil d'administration était composée de résidents locaux. Tout le monde n'était pas satisfait de ces développements. Miranda Williams arpentait le salon du manoir de James, son expression orageuse alors qu'elle agitait un magazine économique. La crise de conscience d'un milliardaire coûte des millions aux actionnaires, lut-elle à haute voix. Avez-vous une idée de ce que cela fait à votre réputation à New York? James continua à préparer le déjeuner d'Ethan pour l'école, insensible au mécontentement de son ex-femme. Je suis plus préoccupé par ma réputation ici à Oak Ridge. Il ne s'agit pas seulement d'image, insista Miranda. Le conseil est en révolte. Harrison et Clint parlent d'un vote de censure. Qu'ils essaient, répondit calmement James, étalant du beurre de cacahuète sur du pain de blé entier. J'ai restructuré l'entreprise. Les avoirs d'Oak Ridge font désormais partie d'une fiducie communautaire distincte. Ils ne peuvent pas y toucher. Miranda posa le magazine avec un soin exagéré. Ta mère m'a appelé. James se figea. Elena Williams, sa formidable mère, était restée en Europe depuis la mort de son père il y a 5 ans, communiquant principalement par l'intermédiaire de son équipe d'avocats. Elle détenait 10% de Williams Investment, des actions qui avaient toujours voté dans l'intérêt de James jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'elle voulait? Comprendre pourquoi son fils a apparemment perdu la tête. Le ton de Miranda s'adoucit légèrement. Elle est inquiète, James. Nous le sommes tous. Cette transformation. C'est si soudain. Ça fait 6 mois, fit remarquer James. Et ce n'est pas soudain. C'est en retard. Elena arrive la semaine prochaine. Elle veut rencontrer cette fille qui a eu une telle influence sur toi et Ethan. La perspective de sa mère rencontrant Lucy et Hélène était étrangement terrifiante. Elena Williams était l'incarnation de la vieille richesse et des hiérarchies sociales rigides, tout ce que James avait lui-même incarné autrefois. D'accord, dit-il finalement, mais elle vient ici à Oak Ridge.
Je ne vais pas promener Lucy à New York comme une curiosité. Après le départ de Miranda, James conduisit Ethan à l'école. Le garçon avait été inhabituellement silencieux pendant le petit déjeuner. « Tout va bien, mon pote ?» demanda James. Ethan tripota la bretelle de son sac à dos. « Grand-mère vient vraiment nous rendre visite ?»« Oui. Est-ce que ça te va ?» Ethan haussa les épaules. « Elle te rend toujours différent, comme l'ancien toi. » L'observation frappa James. Son fils avait raison. Et Elena avait le don de le ramener à des schémas qu'il avait eu du mal à briser. Eh bien, peut-être que cette fois, je pourrais lui montrer le nouveau moi à la place. Aimera-t-elle Lucy? C'était la question que James avait évitée. J'espère. Mais même si elle ne l'aime pas, cela ne changera rien entre nous, Lucy et Hélène. Ethan sembla satisfait de cette réponse. Alors qu'il s'arrêtait devant l'école, il aperçut Lucy qui attendait à l'entrée et s'illumina immédiatement. Il y a Lucy. Papa, elle peut venir ce week-end? Je veux lui montrer mon nouveau télescope. Bien sûr, acquiesça James, regardant son fils courir rejoindre son ami. Les deux enfants entrèrent ensemble dans l'école, leurs origines différentes invisibles dans la facilité avec laquelle ils communiquaient. James se dirigea vers le Carter's General Store, où il trouva Hélène en train de mettre à jour le système d'inventaire qu'ils avaient récemment installé. Le magasin avait conservé son caractère charmant tout en intégrant des efficacités modernes, un équilibre que James apprenait à apprécier dans de nombreux aspects de la vie. « Bonjour », le salua Hélène. « Tu as l'air troublé. » James avait cessé d'être surpris par sa perspicacité. « Ma mère vient me rendre visite la semaine prochaine. Elle veut te rencontrer, toi et Lucy. » Hélène haussa un sourcil. « La formidable Elena Williams. J'ai lu des articles sur elle dans les rubriques mondaines. » « Elle est compliquée, » dit James diplomatiquement. « Tu veux dire quelle est la raison pour laquelle tu es devenu l'homme que tu étais avant, » corrigea Hélène. Avant que Lucy ne tire Ethan de ce drain. James ne put le nier. Elle a certaines attentes quant à la façon dont un Williams doit se comporter. L'héritage familial est tout pour elle. Et maintenant, vous redéfinissez cet héritage. L'expression d'Hélène était connaisseuse. Pas étonnant qu'elle soit préoccupée. La clochette au-dessus de la porte tinta alors que Tom Cooper entrait avec une boîte à outils. « Bonjour, Hélène, James. Je suis juste là pour réparer cette serrure bloquée de la réserve. » « Merci d'être passé, Tom, » dit Hélène chaleureusement. Alors que Tom se dirigeait vers l'arrière du magasin, James s'émerveilla de la façon naturelle dont il interagissait désormais avec des personnes qu'il avait autrefois considérées comme l'ennemi. Les liens authentiques qu'il nouait lui semblaient plus précieux que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. La semaine passa vite, et bientôt le jet privé d'Elena Williams atterrissait au petit aéroport régional. James attendait sur le tarmac, un mélange d'émotions bouillonnant en lui. Quand sa mère apparut, élégante et intimidante même à 72 ans, il fut frappé par la petitesse qu'elle semblait avoir par rapport à ses souvenirs. James. Elle le salua du baiser coutumier sur chaque joue. Tu as l'air détendu. Il reconnut la subtile désapprobation dans son ton. Ça me va bien, mère. Bienvenue à Oak Ridge. Pendant le trajet vers sa maison, Elena observa la ville d'un œil critique. Alors, c'est ici que tu as décidé de te réinventer. C'est plutôt provincial. C'est une communauté, corrigea James, quelque chose que je n'ai jamais apprécié auparavant. Elena se tourna pour étudier son fils. Ce changement en toi. Est-ce sincère ou une sorte de crise de la quarantaine? La question était typiquement directe. C'est la chose la plus sincère que j'ai faite depuis la mort de Michael, répondit James honnêtement. La mention du nom de son frère créa une fissure momentanée dans le calme d'Elena. Michael avait été son premier-né, son préféré, bien qu'elle ne l'admettrait jamais. Sa descente dans l'addiction après le rejet brutal de ses aspirations artistiques par leur père avait été quelque chose qu'Elena n'avait jamais pu concilier avec sa croyance en les valeurs de la famille Williams. J'ai lu au sujet de votre fonds communautaire, dit-elle après un instant. Le conseil est préoccupé par l'allocation des ressources. Le conseil s'adaptera, répliqua fermement James, ou se verra remplacé. Les sourcils d'Elena se levèrent. Vous semblez déterminé. Je le suis. Un petit sourire, si bref qu'il faillit le manquer, traversa son visage. Bien. La conviction vous sied, James. Cela a toujours été le cas.
La réponse le surprit. Avant qu'il ne puisse en savoir plus, ils arrivèrent à sa maison, où Ethan attendait anxieusement sur le perron. Malgré le caractère parfois sévère de sa grand-mère, Ethan l'adorait et courut l'embrasser dès qu'elle sortit de la voiture. « Grand-mère, tu m'as apporté quelque chose de Paris ?» Elena rit, un son authentique que peu de gens en dehors de la famille entendaient. « Aurais-je oublié ?» Elle sortit un petit paquet de son sac à main. Une maquette de la tour Eiffel qui fait aussi office de kaléidoscope. « Je pensais que tu l'apprécierais. » Le visage d'Ethan s'illumina. « Merci. Attends que Lucie voie ça. Elle adore les kaléidoscopes. » Le sourire d'Elena se crispa légèrement. « Ah, oui, Lucie. La jeune héroïne dont j'ai tant entendu parler. » James posa une main protectrice sur l'épaule d'Ethan. « Lucie et sa grand-mère, Hélène, se joindront à nous pour le dîner demain soir. J'espère que vous garderez l'esprit ouvert. » Elena tendit ses bagages à la gouvernante qui attendait. « Je le fais toujours, James. C'est ainsi que je suis resté à l'avant-garde de la société pendant 5 décennies. » Alors qu'elle se dirigeait vers la maison, James échangea un regard avec son fils. « Eh bien, ça s'est mieux passé que prévu, » murmura-t-il. Ethan haussa les épaules. « Grand-mère n'est pas si effrayante une fois qu'on la connaît. Comme ce vieux chat à l'animalerie. Beaucoup de sifflements, mais pas beaucoup de griffes. » James rit, s'émerveillant à nouveau de la façon dont les enfants pouvaient souvent percer les faux-semblants des adultes pour atteindre la vérité sous-jacente. Peut-être, juste peut-être, Elena Williams les surprendrait elles tous. Le dîner avec Elena, Lucie et Hélène le soir suivant commença avec une formalité maladroite. Elena Williams était impeccablement vêtue d'une tenue de créateur qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Hélène, tandis qu'Hélène portait sa robe du dimanche, une robe simple mais élégante qui l'avait servie pour de nombreuses occasions au fil des ans. Lucie, mal à l'aise dans la robe à froufrou que Miranda avait insisté pour lui acheter pour les grandes occasions, gigotait à côté de sa grand-mère. Madame Carter, commença Elena alors que le premier plat était servi par la gouvernante de James. « Je crois comprendre que votre magasin familial est un pilier d'Oak Ridge depuis un certain temps. » 63 ans, confirma Hélène. Les parents de mon défunt mari l'ont commencé juste après la Seconde Guerre mondiale. Comme c'est charmant. Elena prit une délicate gorgée de son vin. Et vous avez réussi à le maintenir à flot tout ce temps. Jusqu'à ce que la société de votre fils triple notre loyer ? Répondit Hélène d'un ton égal. Alors c'est devenu plutôt difficile. James grimaça, mais Elena se contenta de hocher la tête. Les affaires sont les affaires. Bien que je comprenne que James ait développé un attachement plutôt sentimental à votre établissement. Mère, prévint James. Elena tourna son attention vers Lucie, qui avait observé l'échange en silence. Et vous, jeune femme, vous êtes celle qui a sauvé mon petit-fils. Lucie rencontra le regard de la femme âgée sans intimidation. Oui, madame. Ce fut extraordinairement courageux et insensé. Le ton d'Elena était indéchiffrable. Vous auriez pu être tué. Mais je ne l'ai pas été, fit remarquer Lucie avec pragmatisme. Et Ethan non plus. En effet. Elena l'étudia. Dites-moi, que voulez-vous faire quand vous serez grande? Médecin, répondit Lucie promptement. Ou peut-être ingénieur comme mon père l'était avant de rejoindre l'armée. Ambitieux, nota Elena. Avez-vous les notes pour cela? Que des A, s'exclama fièrement Ethan. Lucie est la fille la plus intelligente de notre classe. Est-ce vrai? Les sourcils d'Elena se levèrent légèrement. Et que pensez-vous de l'intérêt soudain de mon fils pour le magasin de votre grand-mère? Lucie réfléchit attentivement à la question. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance de s'améliorer, dit-elle finalement. Même les milliardaires. Un rire inattendu éclata d'Elena. La vérité sort de la bouche des enfants, murmura-t-elle. Vous me rappelez quelqu'un. Lucie Carter. Qui? Demanda Lucie. Mon fils aîné, Michael. Il avait la même honnêteté inébranlable. L'expression d'Elena s'adoucit un instant avant qu'elle ne se recompose. Alors, James me dit que vous aimez l'astronomie. Peut-être qu'après le dîner, vous pourriez me montrer ce que vous savez sur les constellations. La nuit est assez claire. Au fur et à mesure que la soirée avançait, une transformation remarquable se produisit. Elena Williams,
la matriarche mondaine qui avait terrorisé l'élite de New York pendant des décennies, se retrouva réellement engagée par l'intelligence de Lucy et la dignité d'Hélène. Au dessert, elle interrogeait Hélène sur les défis de la gestion d'une petite entreprise avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Plus tard, alors que James raccompagnait Hélène et Lucy à leur voiture, sa mère le tira à part. « Cet enfant est remarquable, dit-elle doucement. Et sa grand-mère n'est pas folle. »« Je sais, » acquiesça James. « La réunion du conseil d'administration est la semaine prochaine. Ils vont essayer de vous destituer. » James hocha la tête. « Je suis préparé. » Et Lélanena l'étudia. « L'êtes-vous ? Car le James que je connaissais se serait battu jusqu'à la mort pour maintenir le contrôle. Peut-être que je ne suis plus le même James. » Non, acquiesça Lélanena. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes meilleur. Elle lui redressa le col dans un rare geste maternel. Votre frère serait fier. Et moi aussi. Les mots, jamais prononcés auparavant par Lélanena Williams, laissèrent James un instant sans voix. Je vous verrai à la réunion, poursuivit-elle sèchement. Ma procuration votera avec la vôtre. Bien sûr. Merci, réussit James. Et Lélanena jeta un coup d'œil à Lucy, qui montrait quelque chose dans le ciel nocturne à Ethan. Ne me remerciez pas, remerciez cet enfant extraordinaire qui a réussi à sauver plus que votre fils. Alors qu'Lélanena partait pour son hôtel, James resta à regarder Lucy pointer les constellations à Ethan. L'air d'automne était vif, les étoiles brillantes contre le ciel sombre. 6 mois auparavant, il n'aurait pris le temps de remarquer ni l'un ni l'autre. Papa, appela Ethan. Lucy dit qu'il y a une pluie de météores ce soir. Est-ce qu'elle peut rester dormir pour la regarder avec le télescope? James regarda Hélène, qui hocha la tête pour donner sa permission. Bien sûr, acquiesça-t-il. Plus tard, alors que les enfants suivaient avec excitation les étoiles filantes depuis l'observatoire que James avait construit mais rarement utilisé, il réfléchit à son parcours de milliardaire isolé à membre de la communauté. Il y aurait des défis à venir, la réunion du conseil d'administration, la restructuration de son entreprise, l'équilibre entre ses nouvelles priorités et ses responsabilités. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie. À côté de lui, Hélène regardait sa petite fille avec une fierté silencieuse. « Elle est vraiment spéciale, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Oui », acquiesça James. « Elle m'a rappelé ce qui compte vraiment. » Un météore traversa le ciel, laissant une traînée de lumière qui éclipsa momentanément les étoiles autour de lui. « Regarde » s'exclama Lucy. « Fais un vœu. » James ferma brièvement les yeux. Son vœu était simple, être digne de la seconde chance qu'on lui avait donnée, honorer le courage de Lucy en vivant avec la même ouverture de cœur qu'il avait menée dans l'avaloir cet après-midi pluvieux. Quand il ouvrit les yeux, le météore avait disparu, mais le ciel nocturne restait brillant de possibilités. La réunion du conseil d'administration de Williams Investment s'est tenue à leur siège de Manhattan, 52 étages au-dessus des rues animées de la ville. James était assis à la tête de la longue table en acajou, et Lélanena à sa droite, tandis que les membres du conseil et les principaux actionnaires entraient avec des expressions sombres. Cette session d'urgence est ouverte, annonça Harrison Wells, le directeur financier aux cheveux argentés, qui était dans l'entreprise depuis l'époque du père de James. Nous sommes ici pour discuter des décisions non conventionnelles prises par M. Williams concernant nos propriétés d'Oak Ridge et l'extension proposée de politiques similaires à d'autres avoirs. James observa les visages autour de la table, des gens avec qui il avait travaillé pendant des années, mais qu'il n'avait jamais vraiment connus. Il le considérait maintenant comme imprévisible, dangereux pour leurs investissements. Avant de commencer, intervint Lélanena Williams, sa voix portant l'autorité de décennies au sommet de la société new-yorkaise. J'aimerais faire une déclaration. La surprise parcourut la pièce. Lélanena assistait rarement aux réunions du conseil, préférant voter par procuration pendant qu'elle voyageait à travers le monde. Mon défunt mari a bâti cette entreprise sur le principe que le profit justifie tous les moyens, commença-t-elle. J'ai soutenu cette vision pendant 40 ans. Mais observer mon fils ces derniers mois m'a montré quelque chose que j'avais oublié, que la richesse sans but devient une prison. Elle posa un portfolio en cuir sur la table. Je vote mes actions avec James. De plus, j'établis la fondation Michael Williams avec une contribution personnelle de 50 millions de dollars pour soutenir la revitalisation communautaire dans les villes affectées par nos développements. Un silence stupéfait accueillit son annonce.
James lui-même ne put cacher son choc en entendant le nom de son frère prononcé dans un contexte commercial, chose que son père avait interdit. « Mère, commença-t-il. Il est temps, James, dit-elle simplement. Michael aurait voulu que son nom représente quelque chose de significatif. Le vote qui suivit fut houleux mais finalement décisif. Avec les 10% d'Elenena combinés aux 51% de James, ils avaient une majorité inattaquable. La fiducie communautaire d'Oak Ridge resterait intacte, et des initiatives similaires seraient menées dans 3 autres villes où Williams Investment détenait des participations significatives. Alors que les membres du conseil d'administration sortaient, beaucoup grommelant encore à propos des marges bénéficiaires et des obligations des actionnaires, Harrison s'approcha de James. « Votre père serait consterné, dit-il doucement. »« Oui, » acquiesça James. « Mais mon frère serait fier, et à ce stade de ma vie, cela compte davantage. » De retour à Oak Ridge ce soir-là, James trouva Lucy et Ethan au magasin général, aidant Hélène avec l'inventaire. Les enfants en avaient fait un jeu, se défiant pour compter les articles avec le plus de précision. « Comment s'est passée la grande réunion » demanda Hélène, notant son expression soulagée. « Mieux que prévu. La fiducie communautaire est sécurisée. » Lucy leva les yeux des conserves qu'elle comptait. « Ça veut dire que notre appartement est en sécurité et le magasin ?» « Oui, » confirma James. « Et pas seulement le vôtre. Tout le bloc fait maintenant partie de la fiducie avec des loyers stabilisés de façon permanente. » Ethan abandonna son comptage pour taper dans la main de Lucy. « Nous avons gagné. »« Nous avons fait plus que gagner, » dit James, « nous commençons quelque chose. La fondation Michael Williams soutiendra des initiatives similaires dans d'autres communautés. »« Michael, votre frère ?» demanda Lucy, se souvenant de leur conversation près du portrait. James hocha la tête. « Ma mère m'a surpris. Elle établit la fondation en son nom. »« C'est une bonne façon de se souvenir de quelqu'un, » dit Lucy, avec la sagesse d'une enfant qui comprenait la perte, en aidant les gens. Alors qu'octobre s'approfondissait en novembre, Oak Ridge se préparait pour son festival annuel de Thanksgiving. Le Carter S General Store devint le quartier général du festival, Hélène coordonnant les dons de nourriture pour les familles dans le besoin. James se retrouva affecté à la logistique, travaillant aux côtés de personnes qui, des mois auparavant, l'avaient méprisé. Un après-midi, alors qu'il déchargeait des dindes d'un camion de livraison avec Tom Cooper, Tom fit une pause. « Je n'aurais jamais cru voir James Williams faire du travail manuel, » observa-t-il sans malice. James sourit. « Je n'aurais jamais cru que j'aimerais ça. »« Et vous êtes différent maintenant, » reconnut Tom. « Lucy vous a vraiment changé, n'est-ce pas ?» James y réfléchit en soulevant une autre dinde congelée. « Elle m'a montré ce que j'avais perdu de vue. Que le courage n'est pas une question de richesse ou de pouvoir. C'est faire ce qui est juste, même quand on a peur. » Ça ressemble à quelque chose que David Carter aurait dit, remarqua Tom. Le père de Lucy était comme ça. Il a rejoint l'armée après le 11 septembre alors qu'il aurait pu bénéficier de son exemption pour dépendance. Il disait que certaines choses valaient la peine d'être combattues. Ce soir-là, James regarda Lucy et Ethan aider à décorer le magasin pour le festival. Son téléphone vibra avec un SMS de Miranda. Ethan doit commencer à se concentrer sur ses études, pas à jouer au boutiquier. Il le réduisit au silence sans répondre. Certaines batailles devraient attendre. Le festival de Thanksgiving transforma la place de la ville d'Oak Ridge en une célébration de la communauté et de la gratitude. Des tables chargées de nourriture s'étendaient à travers le parc, servant des familles de toutes conditions économiques. Lucy et Ethan couraient entre les tables, distribuant des tartes et remplissant des pichets d'eau. Leur amitié était désormais un spectacle familier pour les habitants de la ville. James se retrouva à la ligne de service aux côtés de la mère Hernandez, servant de la purée de pommes de terre à un flux constant de résidents. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que James Williams servirait des pommes de terre à un dîner communautaire, je l'aurais renvoyé de la ville en riant, remarqua la mère. Il y a 6 mois, je ne l'aurais pas cru non plus, admit James. Les changements que vous avez apportés à vos plans de développement pour le côté nord, en conservant les structures historiques tout en ajoutant des logements abordables. C'est un bon compromis. J'apprends qu'une bonne affaire n'a pas à détruire la communauté, dit James. Elles peuvent se renforcer mutuellement. Leur conversation fut interrompue par la voix excitée d'Ethan. Papa. La grand-mère de Lucy dit que nous pouvons allumer la bougie communautaire.
L'allumage de la bougie d'unité de 6 pieds d'Oak Ridge était une tradition centenaire symbolisant la ville se réunissant pendant les moments difficiles. Être invité à y participer était un geste d'acceptation significatif. Alors que James suivait Ethan vers le pavillon de la bougie, il aperçut Elenna debout avec Hélène, en pleine conversation. L'amitié improbable qui s'était développée entre sa mère, très soucieuse des conventions sociales, et la propriétaire de magasins pragmatiques le surprenait toujours. « Têtu comme son père », disait Elenna alors qu'il s'approchait. Mais avec un cœur plus proche de celui de Michael, Dieu merci. Les enfants lui ont fait du bien, observa Hélène. Lucie surtout. Elle a une façon de percer les faux-semblants. Une qualité malheureusement absente dans nos cercles sociaux, acquiesça sèchement Elenna. James s'éclaircit la gorge. Dois-je m'inquiéter que vous deux discutiez de moi? Absolument, répondit sa mère avec un rare sourire. La cérémonie d'allumage de la bougie commença par la mère Hernandez racontant l'histoire d'Oak Ridge, les défis et les triomphes qui avaient façonné la ville depuis sa fondation. Alors que la nuit tombait, elle invita James, Ethan, Lucie et Hélène à s'avancer. Cette année, nous reconnaissons que la communauté signifie embrasser le changement sans perdre nos valeurs fondamentales, annonça la mère. Les Carter et les Williams représentent cet équilibre entre tradition et nouveau départ. Lucie et Ethan s'avancèrent avec la flamme cérémonielle. Ensemble, avec James et Hélène, ils allumèrent l'énorme bougie tandis que la ville éclatait en applaudissements. Plus tard, alors que les familles se dispersaient et que les bénévoles nettoyaient, James trouva Lucie assise seule sur un banc du parc, observant la flamme de la bougie dans la brise du soir. « Tout va bien ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je pensais à mon père et à Tommy », avoua-t-elle. « Ils auraient aimé ça. Je suis sûr qu'ils l'auraient aimé. » Lucie resta silencieuse un instant. « Monsieur Williams, pensez-vous que les gens peuvent nous voir du ciel ?» La question prit James au dépourvu. Ses propres croyances religieuses s'étaient atrophiées des années auparavant sous la pression des affaires et de l'ambition. « Je pense, dit-il prudemment, que l'amour ne disparaît pas. Les gens qui nous ont aimés, que nous avons aimés, ils restent avec nous d'une manière ou d'une autre. » Lucie hocha la tête, semblant accepter cette réponse. « C'est ce que grand-mère dit aussi. » Elle leva les yeux vers lui avec ses yeux sérieux. « C'est pourquoi vous nous aidez. À cause de votre frère ? » En partie, reconnut James. Et en partie parce que tu m'as appris quelque chose d'important quand tu as sauvé Ethan. Quoi ? Que d'être assez courageux pour aider les autres est ce qui nous rend vraiment humains. Alors que l'hiver s'installait sur Oak Ridge, James dut faire face à un nouveau défi. Miranda avait déposé une demande de modification de garde, arguant que le comportement erratique de James et ses fréquentations douteuses nuisaient aux perspectives d'avenir d'Ethan. Elle veut qu'il soit à New York, à la Brentwood Academy, expliqua James à Hélène un après-midi neigeux au magasin. Elle dit que l'école élémentaire d'Oak Ridge n'est pas assez stimulante. Et qu'est-ce qu'Ethan veut ? Demanda Hélène avec pragmatisme. Restez ici. Il s'épanouit. Ses notes sont excellentes, et il se fait enfin de vrais amis. Alors battez-vous pour ce qui est le mieux pour lui, dit simplement Hélène, pas pour ce qui est attendu. L'audience de garde était prévue pour janvier, jetant une ombre sur la saison des fêtes par ailleurs joyeuse. James tenta de protéger les enfants de ses inquiétudes, mais Lucie, perspicace comme toujours, remarqua sa distraction. « Ethan va devoir déménager ?» demanda-t-elle un jour en l'aidant à ranger les étagères. James hésita. Sa mère pense qu'il devrait fréquenter une autre école. Lucie absorba cela. Il ne sera pas heureux là-bas. Il m'a dit que ses enfants ne l'aimaient que parce qu'il était riche. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa James. Je fais tout ce que je peux pour le garder ici. Noël à Oak Ridge apporta de fortes chutes de neige et l'esprit des fêtes dans une égale mesure. La place de la ville scintilla de milliers de lumières, et le Carter S General Store exposa un arbre imposant décoré d'ornements faits à la main par les enfants locaux. Les affaires étaient florissantes, les résidents embrassant la renaissance du magasin et sa sélection élargie de produits locaux. La veille de Noël, James organisa une petite réception chez lui. La liste des invités reflétait sa vie transformée, Hélène et Lucie, Tom Cooper et sa famille, la mère Hernandez, et plusieurs autres habitants de la ville qui étaient passés d'antagonistes à amis au cours des derniers mois. Elenna était arrivée de Paris, apportant des cadeaux qui réussissaient à être à la fois de bon goût et attentionnés, loin des articles de luxe impersonnels qu'elle privilégiait autrefois. Pendant que les adultes bavardaient près de la cheminée,
Lucy et Ethan organisèrent une pièce de théâtre de Noël impromptue avec les enfants Cooper. Leur performance, en partie crèche traditionnelle, en partie aventure de super-héros, fit rire et applaudir les adultes. « Je n'ai jamais vu Ethan aussi confiant », remarqua Miranda, arrivée ce matin-là pour les fêtes. Elle se tenait à côté de James, regardant leur fils faire une révérence théâtrale. « Ni aussi heureux. Il a trouvé sa place ici », dit James prudemment, conscient de l'audience de garde à venir. Miranda sirota son vin pensivement. « Les bulletins scolaires que tu as envoyés étaient impressionnants, et le voir maintenant, elle soupira. Peut-être que j'ai été hâtive. » James sentit une lueur d'espoir. « Ça veut dire ? » « Ça veut dire que je parlerai à mon avocat après les fêtes. La modification de la garde ne sera peut-être pas nécessaire si nous parvenons à un accord raisonnable sur son éducation. » C'était le premier signe positif depuis des semaines. James savait qu'il ne fallait pas forcer son avantage, et il orienta la conversation vers un terrain neutre. Plus tard, alors que les invités partaient avec de bons vœux et des promesses de se revoir pour le nouvel an, James se retrouva seul avec Elena dans son bureau. Miranda semble reconsidérer sa position, observa sa mère. « Je pense que voir Ethan si heureux a fait son effet », acquiesça James. Elena hocha la tête. Elle a toujours réagi aux preuves visuelles plutôt qu'aux appels émotionnels. Elle examina la neige qui tombait à l'extérieur. La fondation Michael Williams a identifié 3 autres communautés pour intervention, de petites villes où nos stratégies de développement ont perturbé les économies locales. C'était rapide. Je ne rajeunis pas, James. Quand on a des regrets, on veut y remédier rapidement. Elle se tourna vers lui. Ton frère aurait eu 42 ans cette année, assez vieux pour avoir des enfants de l'âge d'Ethan. L'idée frappa James avec force. Michael comme père. Cela semblait juste d'une certaine manière, plus juste que la paternité initialement réticente de James. Il aurait été un père merveilleux, dit James doucement. Oui, acquiesça Elena. Et vous êtes devenu un père merveilleux aussi, enfin. Il a juste fallu une petite fille en imperméable jaune pour vous montrer comment. Janvier apporta l'audience de garde, mais avec un développement surprenant. Miranda et James présentèrent un plan unifié au juge. Ethan resterait à l'école élémentaire d'Oak Ridge avec des cours avancés supplémentaires organisés par une académie privée voisine. Il passerait les semaines scolaires avec James et les week-ends et vacances alternées avec Miranda. Les parties ont clairement pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, nota le juge avec approbation. Requête accordée. Devant le palais de justice, Miranda tira James à part. Il ne s'agit pas seulement d'Ethan, admit-elle. Le travail de fondation que tu fais, les changements dans l'entreprise, ils attirent une attention positive. Plusieurs clients importants m'ont contacté pour des partenariats d'investissement éthique. James ne put s'empêcher de sourire. Miranda avait toujours été attirée par le succès, quelle que soit sa manifestation. Donc, ma crise de conscience devient commercialisable. N'en rajoute pas, avertit-elle, mais elle lui rendit son sourire légèrement. Continuez simplement ce que vous faites. Cela semble fonctionner pour tout le monde. Ce soir-là, James emmena Ethan au Carter's General Store pour partager la bonne nouvelle. Ils trouvèrent Lucy en train d'apprendre à Hélène à utiliser le nouveau système d'inventaire que James avait installé, l'élève devenant le professeur. « Je peux rester à l'école élémentaire d'Oak Ridge », annonça joyeusement Ethan. Le visage de Lucy s'illumina. « Pour de vrai ? Plus de trucs de tribunal ? » « C'est officiel », confirma James. Le juge a approuvé notre accord aujourd'hui. La célébration qui suivit fut simple mais sincère. Hélène ferma le magasin plus tôt, et ils marchèrent jusqu'au salon de crème glacée locale, malgré le froid de janvier, regardant les enfants comparer des créations de coupes glacées extravagantes. James ressentit un contentement qui lui avait échappé pendant ces années d'accumulation de richesses. « Vous avez fait un long chemin », observa Hélène, faisant écho à ses pensées. « De l'homme qui a presque doublé mon loyer sans y réfléchir à 2 fois. J'ai eu un bon professeur, répondit James. 2, en fait. Il hocha la tête vers Lucy, qui expliquait sérieusement à Ethan pourquoi la menthe chocolat était supérieure à la Rocky Road. Elle voit le meilleur chez les gens, dit Hélène, même quand ils ne le voient pas eux-mêmes. L'hiver céda progressivement la place au printemps, apportant le renouveau à Oak Ridge. La fondation Michael Williams était désormais pleinement opérationnelle, avec des bureaux au-dessus du Carter's General Store.
James partageait son temps entre la fondation, ses responsabilités d'entreprise restantes et son travail continu au magasin. Un matin d'avril lumineux, alors que les fleurs de cerisier flottaient dans l'air, une berline noire s'arrêta devant le magasin. James reconnut immédiatement qu'elle appartenait à son ancien directeur financier, Harrison Wells. James salua Harrison d'un air raide en entrant. « Nous devons parler. » Ils se retirèrent dans le petit bureau à l'arrière. Harrison refusa le café proposé, allant droit au but. Le conseil a reçu une offre de rachat pour Williams Investment. 30% au-dessus de la valeur marchande. James ressentit une pointe de surprise. De qui? Meridian Global. Ils ont suivi nos initiatives communautaires avec intérêt. Apparemment, le développement éthique devient rentable. Harrison ne put tout à fait cacher l'ironie dans sa voix. Ils veulent que vous restiez en tant que consultant pour la transition. L'offre était inattendue, mais pas indésirable. James s'était progressivement désengagé des opérations quotidiennes, se concentrant plutôt sur le travail de la fondation. Je devrais examiner les détails, dit-il prudemment. Harrison hocha la tête. Bien sûr, mais officieusement, c'est une bonne offre, meilleure que ce que nous méritons après les 2 derniers trimestres. Après le départ d'Harrison, James se retrouva à contempler un avenir qu'il n'avait pas anticipé, un avenir où il pourrait être complètement libéré des responsabilités d'entreprise qui avaient défini sa vie d'adulte. La perspective était à la fois libératrice et terrifiante. Cet après-midi-là, Lucie le trouva assis sur un banc de la place de la ville, perdu dans ses pensées. « Grand-mère dit que vous avez des choses importantes à régler concernant les affaires, dit-elle, s'asseyant à côté de lui. James sourit. Les nouvelles voyageaient vite dans les petites villes. Quelqu'un veut racheter mon entreprise. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Bonne, je pense. Cela me donnerait plus de temps pour la fondation et pour être ici à Oak Ridge. Lucie y réfléchit. Mais vous êtes inquiet. Toute ma vie a été consacrée à construire cette entreprise. La société de mon père, en réalité. La laisser partir, c'est comme. Il luttait pour articuler les émotions complexes. Comme quand j'ai dû donner les jouets de Tommy après sa mort? Suggéra doucement Lucie. Même si je savais que d'autres enfants en avaient besoin, ça me faisait l'impression de le perdre à nouveau. La simple comparaison frappa James par sa justesse. Oui, quelque chose comme ça. Lucie donna des coups de pied pensivement. Mais vous ne perdez rien d'important. Les bonnes parties, aider les communautés et tout, c'est dans la fondation maintenant, et les gens qui vous sont chers sont ici. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa James à nouveau. Quand êtes-vous devenu si sage? Grand-mère dit que je suis né avec une vieille âme. Lucie sauta du banc. La mère d'Ethan nous emmène au musée samedi. Il dit qu'elle est différente maintenant, plus gentille. Les gens peuvent changer quand ils voient une meilleure voie à suivre, remarqua James, pensant à son propre parcours. Lucie hocha sérieusement la tête. Comme vous. L'offre de Meridian Global domina les pensées de James pendant des semaines. Il consulta Hélène, qui soutenait la vente, et Hélène, qui offrit une perspective pragmatique. La question n'est pas l'argent, fit remarquer Hélène un soir alors qu'il fermait le magasin. C'est le but. Que voulez-vous que votre vie signifie, James? La réponse lui vint progressivement, se cristallisant à l'anniversaire du sauvetage d'Ethan. Debout près de l'avaloir, là où tout avait changé, James prit sa décision. Il appela Harrison le lendemain matin. J'accepterai l'offre de Meridian à une condition, 20% des bénéfices iront directement à l'expansion de la fondation Michael Williams. Harrison soupira. Je vais leur présenter, mais vous n'êtes pas en position de force pour négocier. 2 jours plus tard, Harrison rappela. Ils ont accepté 15% avec la possibilité de fonds de contrepartie pour des projets spécifiques. Leur PDG a apparemment été impressionné par les indicateurs de revitalisation d'Oak Ridge. L'accord fut finalisé en mai. Après avoir signé les derniers documents à New York, James retourna à Oak Ridge, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le poids de l'héritage et des attentes s'était envolé, remplacé par la liberté de tracer une nouvelle voie. Il trouva Lucie et Ethan à la quincaillerie Cooper, aidant à un cours de menuiserie pour enfants que Tom avait mis en place dans le cadre de l'action communautaire du magasin. C'est fait, demanda Ethan, levant les yeux de la nichoir qu'il construisait. James hocha la tête. C'est fait. Williams Investment a de nouveaux propriétaires.
On va être pauvre maintenant, demanda Ethan avec la franchise des enfants. James rit. Non, nous sommes toujours très chanceux, mais nos priorités pourraient être un peu différentes. Tant que nous restons à Oak Ridge, déclara Ethan, et que Lucy reste notre amie. Ça, l'assura James, ça ne changera absolument pas. L'été revint à Oak Ridge, marquant un an jour pour jour depuis le sauvetage d'Ethan et le début de la transformation de James. La ville avait visiblement changé pendant cette période. Les devantures de magasins qui étaient restés vides étaient désormais occupées par des commerces locaux. Le quartier historique avait été revitalisé plutôt que démoli, et un nouveau développement de logements abordables était en cours sur le côté nord. Mais les changements les plus profonds étaient moins visibles. Des relations s'étaient rétablies, la confiance avait été reconstruite, et un sentiment de communauté était revenu dans une ville qui s'était fracturée sous la pression économique. Le Carter S General Store était devenu un cas d'étude en matière d'adaptation réussie d'une petite entreprise. Hélène avait adopté une modernisation sélective tout en conservant le caractère historique du magasin. Les écoles de commerce envoyaient désormais des étudiants l'interviewer sur la navigation dans les dynamiques changeantes du marché. Je n'aurais jamais pensé donner des conférences à des étudiants en MBA, remarqua-t-elle à James un matin alors qu'il se préparait à ouvrir le magasin. Ils pourraient apprendre plus de vous que de la plupart de leurs professeurs, répondit James, le pensant sincèrement. La clochette au-dessus de la porte tinta, et Tom Cooper entra avec une expression d'urgence. James, nous avons un problème au ruisseau. Les fortes pluies de la nuit dernière ont compromis le pont temporaire. L'équipe de construction est bloquée de l'autre côté. La reconstruction du pont de Miller Creek était l'un des premiers grands projets d'infrastructure de la Fondation, remplaçant le pont qui s'était effondré 3 ans plus tôt, coûtant la vie à Tommy. Le projet revêtait une signification particulière pour toutes les personnes impliquées. Allons-y, dit James immédiatement. Au ruisseau, ils trouvèrent une scène dangereuse. Le pont de construction temporaire s'était partiellement effondré, laissant des ouvriers bloqués sur la rive opposée où les supports du pont principal étaient en cours d'installation. Le ruisseau, normalement paisible, était devenu un torrent déchaîné après des semaines de pluies inhabituellement fortes. Le chef des pompiers Martinez coordonnait avec les services d'urgence. Nous avons des bateaux venant du comté voisin, mais ils sont à au moins 1 heure de route si le reste de cette structure temporaire cède. James évalua la situation. Les ouvriers semblaient en sécurité pour l'instant, mais la section restante du pont temporaire peinait visiblement contre le courant. Pouvons-nous les atteindre par le haut, demanda-t-il, désignant la grue de construction de leur côté. Le bras ne s'étend pas assez loin, expliqua le chef de chantier. Tandis qu'il débattait des options, James réalisa une agitation derrière eux. Lucy était arrivée avec Hélène et discutait intensément avec sa grand-mère. « Je sais comment aider », insista-t-elle. « L'ancien tunnel de maintenance passe en dessous. Papa me l'a montré une fois. »« Absolument pas, » dit fermement Hélène. « Ce tunnel n'a pas été entretenu depuis des décennies. Il pourrait s'effondrer à tout moment. » James s'approcha d'elle. « Quel tunnel de maintenance ?» Lucy désigna une porte patinée incrustée dans la berge. Il passe sous le ruisseau. La compagnie des eaux l'utilisait pour atteindre les tuyaux de l'autre côté avant de construire le nouveau système. Le chef Martinez les rejoignit. Ce tunnel a été condamné il y a des années. Mais il atteindrait l'autre côté ? Demanda James. En théorie, oui, mais il n'est pas sûr d'y entrer. L'expression de Lucy rappelait étrangement le jour où elle s'était portée volontaire pour entrer dans l'avaloir. Je connais le chemin papa m'y a emmené quand j'étais petite. Hors de question, dirent James et Hélène simultanément. Pendant qu'ils discutaient, l'un des ouvriers bloqués cria un avertissement. Le pont temporaire commençait à se déchirer de ses ancrages sur l'autre rive. James prit une décision rapide. Montrez-moi l'entrée. J'y vais. Mais vous ne connaissez pas le chemin, protesta Lucy. Alors vous devrez donner des indications très claires, répondit James, en n'admettant aucune discussion. Le tunnel de maintenance était étroit et humide, avec des décennies de débris rendant la navigation périlleuse. Suivant les instructions détaillées de Lucy, transmises par radio, James traversa le passage alors que l'eau s'infiltrait à travers les fissures du béton. Il devrait y avoir une jonction devant, grésilla la voix de Lucy à travers la radio. Prenez la fourche de droite. James s'avança, se baissant sous des tuyaux et enjambant des poutres tombées. L'air se raréfiait à mesure qu'il avançait, et 2 fois il dut rebrousser chemin lorsque des passages s'étaient effondrés. Finalement, il atteignit la sortie de l'autre côté,
émergeant juste en dessous de l'endroit où les ouvriers étaient bloqués. Avec la corde qu'il avait apportée, ils établirent une ligne de sécurité et commencèrent à évacuer les ouvriers un par un à travers le tunnel. Le dernier ouvrier venait d'entrer dans le tunnel lorsque la section restante du pont temporaire céda avec un fracas assourdissant. James le regarda disparaître dans les eaux tumultueuses, pensant à Tommy, et à quel point cela aurait facilement pu être Ethan il y a un an. Quand il émergea enfin du côté sûr, boueux et épuisé, Lucy l'attendait avec une impatience inhabituelle. « Vous l'avez fait » s'exclama-t-elle. « Grâce à vos indications, reconnut James. Comment avez-vous pu vous souvenir de tous ces virages ?» L'expression de Lucy devint solennelle. « Papa m'a fait tout mémoriser. » Il disait, le savoir sauve des vies en cas d'urgence. En la regardant, James fut à nouveau frappé par l'extraordinaire résilience qu'elle possédait, née de la perte, mais canalisée pour sauver les autres. Ce soir-là, une célébration spontanée se forma au Carter's General Store. Les ouvriers secourus, le personnel d'urgence et les membres de la communauté se sont réunis pour partager de la nourriture et des histoires. Le quasi-désastre avait renforcé les liens d'une communauté qui faisait désormais face aux défis ensemble plutôt qu'en adversaire. Alors que James regardait Lucy expliquer à un cercle d'adultes attentifs comment elle s'était souvenue de l'agencement du tunnel, il sentit un tapotement sur son épaule. Elena était arrivée sans prévenir de New York. Pas mal d'agitation pour une petite ville, observa-t-elle sèchement. On ne s'ennuie jamais, acquiesça James. Qu'est-ce qui vous amène à Oak Ridge? Elena lui tendit un dossier. Les derniers documents pour l'extension de la fondation. Nous sommes maintenant financés pour soutenir des projets communautaires dans 15 villes à travers 3 États. James parcourut les documents, notant la substantialité de la dotation. C'est plus que ce dont nous avions discuté. J'ai ajouté ma contribution personnelle, dit simplement Elena. Cela me semblait approprié. Alors qu'elles observaient la célébration, Elena ajouta doucement. Michael aurait aimé cette ville et cet enfant remarquable. James hocha la tête, sentant la vérité douce amère de cette remarque. Il aurait été ici une décennie avant moi, faisant ce travail correctement dès le début. Peut-être, reconnut Elena, mais vous êtes ici maintenant, mieux vaut tard que jamais. L'inauguration du nouveau pont de Miller Creek coïncida avec le premier anniversaire du sauvetage d'Ethan. Le timing était délibéré, une façon de relier 2 événements qui avaient transformé Oak Ridge et les vies des personnes impliquées. Le pont lui-même était une merveille de conception réfléchie. Contrairement à son prédécesseur utilitaire, la nouvelle structure intégrait des éléments reflétant l'histoire d'Oak Ridge. Les passerelles piétonnes présentaient des plaques détaillant les événements historiques locaux, et une zone commémorative spéciale honorait ceux qui avaient été perdus dans le ruisseau au fil des ans, y compris une petite plaque pour Tommy Carter. La journée se leva claire et parfaite, le soleil d'été réchauffant les centaines de participants rassemblés pour la cérémonie d'inauguration. James se tenait avec Ethan, regardant Lucy et Hélène examiner la plaque commémorative de Tommy. Elles ont l'air tristes mais aussi heureuses, observa Ethan. Comment quelqu'un peut-il être les deux? C'est comme ça que la guérison fonctionne parfois, expliqua James. La tristesse ne disparaît pas, mais la joie peut exister à côté d'elle. La mère Hernandez appela tout le monde à l'ordre pour la cérémonie. James avait délibérément pris un rôle en retrait, voulant que l'attention reste sur la communauté plutôt que sur lui-même. La mère, cependant, avait d'autres idées. Ce pont est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble, annonça-t-elle. Et cette collaboration a commencé lorsqu'une petite fille a fait preuve d'un courage extraordinaire, inspirant des changements qui ont revitalisé notre ville. Elle fit signe à Lucy de s'approcher. Lucy Carter, nous feriez-vous l'honneur de couper le ruban? Lucy sembla un instant submergée par l'attention. Elle jeta un coup d'œil à sa grand-mère, qui hocha la tête avec encouragement, puis à James, qui lui adressa un sourire rassurant. Avec son sérieux caractéristique, Lucy s'approcha du ruban cérémonial tendu à l'entrée du pont. Les ciseaux surdimensionnés semblaient presque comiques dans ses petites mains, mais elle les manipula avec détermination, coupant le ruban tandis que la foule éclatait en applaudissements. La cérémonie officielle se transforma en un festival communautaire s'étendant des 2 côtés du ruisseau nouvellement connecté. Des stands de nourriture, de la musique et des activités remplirent l'après-midi de célébration. Alors que le soir approchait, James trouva Lucy assise seule sur le nouveau pont, ses jambes pendant entre les barreaux alors qu'elle regardait l'eau en contrebas. « Puis-je me joindre à vous » demanda-t-il. Elle hocha la tête, lui faisant de la place à côté d'elle.
Ils restèrent assis en silence confortable pendant quelques minutes, observant le ruisseau couler paisiblement sous eux. Je pensais à Tommy, dit enfin Lucy, et à votre frère, Michael. Pensez-vous qu'ils aimeraient le pont? Je pense qu'ils l'adoreraient, répondit James. Surtout sachant qu'il rassemble les gens au lieu d'être juste un moyen d'aller d'un endroit à un autre. Lucy y réfléchit. C'est ce que vous avez fait aussi, rassembler les gens. J'ai essayé, reconnut James. Mais tout a commencé avec vous, Lucy. Votre courage a tout changé. Elle secoua la tête. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Exactement. Et c'est la leçon la plus importante que vous m'avez enseignée, voir ce qui doit être fait et avoir le courage de le faire, quelle que soit la peur ou les attentes. Lucy sourit, un rare sourire franc qui transforma son visage sérieux. Grand-mère dit que le magasin fait sa meilleure année. Étage M. Cooper dit la quincaillerie aussi. Toute la ville prospère, acquiesça James. Tout ça parce qu'une brave petite fille a été prête à sauter dans l'obscurité pour sauver un étranger. Ethan les trouva là, rapportant avec enthousiasme qu'Elena organisait un concours de dessert avec de vrais prix et tout. Alors qu'il les entraînait vers le festival, James réfléchit au parcours extraordinaire de la dernière année. Il était arrivé à Oak Ridge en tant qu'homme défini par la richesse et le pouvoir, isolé par le privilège, et aveugle aux conséquences de ses actions. Le simple acte de courage de Lucy avait brisé cette carapace soigneusement construite, lui permettant de redécouvrir des liens qu'il pensait perdus à jamais, à la communauté, à un but, et aux meilleurs anges de sa propre nature. Le soleil commença à se coucher sur Oak Ridge, peignant le ciel de brillants oranges et roses. Les lumières du festival scintillaient des deux côtés du ruisseau, et la musique flottait dans la brise du soir. Debout sur le pont entre le passé et l'avenir, James regarda Lucy et Ethan courir devant, leur rire lui parvenant avec le vent. Certains pourraient voir sa transformation comme une chute du pouvoir, le milliardaire réduit à travailler dans un petit magasin de ville, mais James savait mieux. Il n'était pas tombé, mais s'était élevé de l'isolement de la richesse à la richesse d'une véritable connexion. Alors que la nuit tombait, des feux d'artifice éclataient au-dessus de leur tête, se reflétant dans les eaux du ruisseau qui avaient autrefois divisé la ville, mais qui servaient maintenant de miroir à leur célébration collective. James sentit une présence à côté de lui et se tourna pour trouver Hélène regardant le spectacle avec contentement. Il y a un an, je me préparais à fermer le magasin et à quitter Oak Ridge, remarqua-t-elle. C'est amusant de voir comment la vie prend des virages inattendus. Tout ça parce que votre petite fille a plus de courage que la plupart des adultes, répondit James. Hélène hocha la tête. Lucy a toujours été spéciale à cet égard. Elle voit ce qui compte. Dans la lumière des feux d'artifice, James regarda Lucy pointer des motifs à Ethan, son visage illuminé d'émerveillement. La petite fille qui avait sauté dans l'obscurité pour sauver son fils avait fini par sauver quelque chose d'encore plus précieux, son humanité. Merci, dit-il doucement à Hélène, d'avoir élevé une enfant qui a changé ma vie. Et merci, répondit-elle, d'être quelqu'un qui a pu être changé. Ensemble, ils traversèrent le pont pour se joindre à la célébration, laissant derrière eux les divisions du passé et entrant dans un avenir bâti sur quelque chose de plus fort que la richesse ou le statut, un fondement de compassion, de courage et de communauté qui perdurerait longtemps après leur départ. Alors que les derniers feux d'artifice s'estompaient du ciel, Lucy leva les yeux vers James avec ses yeux sages qui l'avaient transpercé dès le début. « Êtes-vous heureux maintenant » demanda-t-elle simplement. James sourit, réalisant la vérité de sa réponse. « Oui, Lucy. Grâce à toi, je le suis enfin. »